10h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Soyez les bienvenus sur Sud Radio, mettez-vous d'accord jusqu'à midi. Nous débattons avec vous au 0826 300 300 de l'actualité. Même s'il est difficile de se mettre d'accord à son sujet, on posera toutes les questions et on vous laisse apporter toutes les réponses sur Sud Radio jusqu'à midi avec mes deux acolytes de la matinée. Gilles Gansman, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Vous allez nous emmener un peu partout en France. Vous allez aussi nous faire vivre, ou plutôt revivre, ce qu'on a pu écouter ou voir dans les médias depuis quelques jours et quelques heures, justement. On aura le témoignage du frère de Jeffrey Epstein qui se bat pour connaître la vérité sur la mort de son frère. Et il soupçonne le fait que le suicide de son frère n'en ait pas été un. On y reviendra à partir de 10h30 dans votre zapping. Félix Mathieu est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Vous allez nous emmener dans quelques instants dans le sud-ouest. Mais avant ça, les débats de la journée, nous allons reparler de la France insoumise. Elle dénonce une récupération politique suite à la mort de Quentin Derenque en marge d'une réunion publique de l'eurodéputé Rima Hassan à Lyon. C'était en fin de semaine dernière. La France insoumise risque-t-elle de devenir infréquentable, même à gauche? C'est la question qu'on vous pose. 0826 300 300, que vous soyez insoumis ou pas insoumis. D'ailleurs, tout le monde a la parole sur Sud Radio. Venez en débattre. Plus de meeting à l'université si jamais il y a un risque de trouble à l'ordre public. On va se poser aussi cette question. Est-ce que les universités, ou du moins les campus, étaient trop politisés jusqu'alors? Pareil, vous êtes étudiant, vous l'avez été, peut-être même que vous avez vécu mai 68. Dans tous les cas, venez nous donner votre avis ou vos témoignages sur Sud Radio. Et puis ce sondage assez édifiant, à l'approche des élections municipales, 34% des Français, plus d'un Français sur trois, verraient d'un bon œil l'élection d'un maire Rassemblement National. C'est fou comme les choses ont changé et les rapports de force ont évolué sur le terrain politique en France en quelques années. Pareil, on en débat. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que vous vous sentez concerné? 0826 300 300. Mais avant ça, direction le sud-ouest. Sud Radio, c'est quoi le problème? Félix Mathieu. Avec Félix Mathieu, vous allez dans un instant nous expliquer pourquoi il y a tant d'eau, pourquoi les inondations sont aussi graves. Mais avant ça, Gilles Gansman, photographie aérienne, si j'ose dire, de ce qui se passe. Absolument. Hier, les équipes de France 2 nous ont montré des images dans le Lot-et-Garonne assez parlantes, puisque on voit les maisons presque sous l'eau. C'est un reportage qui est passé donc dans le 20h de France 2. Je vous propose un extrait. À Cadillac-sur-Garonne, le fleuve et la ville ne font plus qu'un. L'eau s'est infiltrée entre les maisons. Ce garage est isolé par les flots. D'habitude, par temps sec, c'est un parking qui l'entoure. L'eau a gagné environ 200 mètres. Le pont qui enjambe la Garonne est partiellement immergé. Impraticable. Les champs qui le bordent ont été avalés par le fleuve. L'entrée de la ville est désormais inaccessible. Par endroits, les habitants ont de l'eau jusqu'à la taille. Anxieux, ils scrutent l'évolution de la crue. C'est vrai que d'être isolé comme ça, c'est angoissant, quoi. Et surtout la nuit, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, matin, on était réveillés par les sirènes, c'était impressionnant, quoi. On croyait en temps de guerre. Ouais, c'est très angoissant. Vous imaginez, Jean-Marie, Félix, imaginez un pont au-dessus d'un fleuve et que ce pont est à moitié englouti par l'eau. Ça nous donne une idée. On a tous vu des ponts au-dessus de la Garonne. Et là, d'un seul coup, ce pont n'est presque plus visible. Ça donne une image quand même de la tragédie que vivent nos amis du Sud. La situation d'ailleurs en ce moment, dont on va prendre le pouls dans quelques instants, puisqu'on prendra la direction de Couture-sur-Garonne, dans le Lot-et-Garonne, où notre invité nous dira que chez lui, en tout cas, la décrue commence légèrement, même si la ville reste coupée du monde. Avant ça, Félix Mathieu, pourquoi tant d'eau? Je le disais, des inondations dans le quart sud-ouest et dans le reste du pays, des cultures détrempées, noyées, des trompes d'eau qui sont tombées en quelques heures, en quelques jours, en quelques mois. Oui, de la pluie non-stop durant des semaines. Ces précipitations de la tempête Nils sont tombées sur des sols qui étaient déjà détrempés, déjà gorgés d'eau. Ils ne peuvent plus rien absorber. Alors on a le Maine-et-Loire là qui rejoint la Gironde et le Lot-et-Garonne dans les départements en vigilance rouge aux crues, des crues lentes et malheureusement temporaires, vu que ça va repleuvoir. L'état de catastrophe naturelle sera déclaré après la fin de l'épisode, annoncé le gouvernement. En tout cas, des communes inondées comme ça, des épisodes de crues, évidemment, il y en a déjà eu par le passé, mais à ce point-là, sur des sols à ce point-là détrempés qui ne peuvent plus rien absorber, et avec du coup une décrue si lente, si laborieuse, ça c'était, semble-t-il, du jamais vu depuis 1959, a déclaré le ministre hier. On n'avait pas vu ça depuis
depuis 1959 en effet, des pluies torrentielles alors qu'on se plaignait de la sécheresse il y a encore quelques mois. Malheureusement, c'est pas contradictoire, Félix. Non, les scientifiques préviennent un climat plus doux, c'est plus d'humidité dans l'atmosphère, dans l'air, et potentiellement des précipitations qui, lorsqu'elles arrivent, se révèlent plus intenses. Chaque hausse d'1 degré Celsius des températures entraîne 7% d'augmentation de l'humidité dans l'atmosphère, estiment les météorologues. Alors oui, il y avait déjà des inondations avant, mais le climat plus doux, quelque part, ça peut les aggraver. Météo France estime qu'il faut s'attendre à une nette augmentation des pluies intenses au milieu de ce siècle, dans un peu plus de 20 ans. Ça posera des questions évidemment d'urbanisme, pas trop imperméabiliser les sols pour qu'ils puissent absorber un peu plus quand on le pourra. Sur le même ordre d'idée de la fausse contradiction, vous savez, il y a quelques semaines de ça, Donald Trump ironisait du côté des États-Unis sur la vague de froid extrême. Il ironisait en faisant comme si ça contredisait quelque part la réalité du réchauffement climatique, sauf que en réalité, un réchauffement global au niveau de toute la planète, ça modifie les courants océaniques, les vents. Ça peut donc évidemment assécher et réchauffer globalement, mais tout en amenant par d'autres endroits, à d'autres moments, des pluies extrêmes et des froids polaires. C'est pas si contradictoire en réalité que Donald Trump a bien voulu le dire. Écoutez, on va poser la question dans quelques instants à notre météorologue Sud Radio, Rémi André, qui est avec nous. Bonjour à vous, mon cher Rémi. Bonjour Jean-Marie. Vous allez nous expliquer pourquoi, quand on s'attend à avoir de plus en plus chaud, parfois il fait de plus en plus froid, ou en tout cas il pleut davantage. Mais avant ça, la question la plus importante pour vous, Rémi, c'est quelle sera la météo dans les jours qui viennent, et est-ce qu'elle peut permettre aux habitants inondés en ce moment d'espérer une décrue ? Alors là, vous posez une drôle de question, car en fait, on sait déjà que la nouvelle perturbation qui arrive ce soir sera très active et que d'ici la fin de la semaine, nous aurons encore beaucoup de pluie. On estime parfois à plus de 50 à 60 mm de pluie, ce qui va tomber d'ici la fin de la semaine et même encore dimanche sur la moitié nord. Donc non, pour l'instant, on ne voit pas encore la fin de cet épisode qui dure déjà depuis un mois, depuis plus de 30 jours. C'est tout de même un phénomène assez rare, et donc dans les prochains jours, il faut encore s'attendre à voir non seulement la pluie, mais également avec la douceur, la fonte des neiges qui apporte encore de l'eau. Effectivement, mais c'est pas très rassurant pour notre invité Jean-Michel Moreau. Bonjour. Oui, bonjour à vous tous. Soyez le bienvenu sur Sud Radio et merci de nous accorder un peu de votre temps précieux alors que vous êtes débordé dans tous les sens du terme en ce moment. Vous êtes le maire de la ville de Couture-sur-Garonne, c'est dans le Lot-et-Garonne. Est-ce que la ville est toujours coupée du reste du pays à cause de ces inondations ? Oui, effectivement, notre village est vraiment une île, on est isolé. Les premières terres fermes sont à 3 km en bateau. Et malheureusement, un petit manque. Et on est en train de faire transporter une génératrice pour... Effectivement. Alors, les images que vous nous décrivez brièvement, tiens, je vais reprendre la parole pendant qu'on essaie de vous rejoindre au téléphone, parce que avec la situation dans laquelle vous êtes, c'est normal que les liaisons soient compliquées par téléphone. Les premières terres fermes à 3 km de la ville, vous vous rendez compte, c'est une île. Faut imaginer, c'est une île et évidemment plus d'électricité. Donc ils ont des générateurs, mais forcément il faut acheminer de l'essence. Ça commence à être compliqué pour faire avec les générateurs à couture. On voit bien quand on regarde les chaînes info ou le replay, les images sont assez folles. Rémi André est encore avec nous ou pas ? Oui, Rémi. Moi, je voulais savoir si c'était vraiment le réchauffement climatique. Comment on explique ces périodes-là ? Est-ce qu'il va en avoir de plus en plus ? Est-ce que finalement on doit reculer les maisons ? Est-ce qu'on doit prendre en conscience maintenant que ça va arriver souvent ? Alors il faut dire que ce qui arrive est lié à plusieurs facteurs. Alors évidemment, le changement climatique est important dans ce domaine-là, car malgré tout, on peut dire qu'il y a déjà eu d'énormes inondations. Rappelez-vous, 1930, 1875, qui est réputé grâce à McMahon. Eh bien, malgré tout, il y a eu des inondations très importantes, notamment dans le sud-ouest. Mais maintenant, eh bien, on s'attendait pas à ce que ça arrive aussi fréquemment. Vous pouvez regarder que par rapport au passé, maintenant, cela devient plus fréquent. Les dernières inondations à Couture, c'était 1921, ce n'est pas si loin que ça. Et on va dire, ces crues très importantes et généralisées, car c'est tout le pays aujourd'hui qui est concerné, ces crues généralisées ont tendance à se multiplier. Alors oui, le changement climatique est important, car comme vient de le rappeler Félix tout à l'heure, eh bien 1 degré de plus dans l'atmosphère, de façon générale, eh bien c'est 7% d'humidité en plus. Et cette humidité, on la retrouve lorsque cela précipite, évidemment. Donc oui, pour le changement climatique.
Alors évidemment, quand on s'appelle Trump et que l'on voit un coup de froid qui arrive, on a l'impression que ça va couper le changement climatique. Eh bien non, car vous verrez qu'à la fin de l'année 2026, eh bien le changement climatique sera là et que le réchauffement sera encore bien avéré. On a retrouvé Monsieur le maire Jean-Michel Moreau depuis Coutures-sur-Garonne. Vous le disiez, première terre ferme à 3 km. Question importante, est-ce que ça a recommencé à baisser ou pas du tout ? Alors effectivement, dans le lit mineur de la Garonne, elle a amorcé largement la baisse, mais de notre côté, dans notre partie de la campagne, on est impacté par une brèche assez importante qui remplit tout ce grand casier de 2000 hectares et qui retarde donc la période de décrue dans la campagne. Et malheureusement, en plus de cela, on a ce manque d'électricité qui... depuis 4 ou 5 jours, on est sans électricité et les 300 habitants de la commune n'ont que d'autres solutions que d'avoir des générateurs et voilà. On est à plus de transport d'essence, de plus de 700 litres d'essence qu'on a transporté. Vous voyez à quel point on a du travail pour alimenter les congélateurs et bien sûr les téléphones, quoi. Oui, c'est spectaculaire, j'imagine. Ouais. Alors vous, de mémoire, Jean-Michel Moreau, vous l'avez jamais vécu à Coutures-sur-Garonne ? Non, mais les inondations de ce genre-là, c'était donc du type 2021, donc on a connu ça. Mais la particularité, c'est que c'est la durée. Le problème, voilà. C'est que on est sur un phénomène qui semble être durable et qui pose ces problèmes. Et conjugué à cette coupure d'électricité, c'est un cas. Mais malheureusement, en 99, on avait connu la tempête et puis quelque chose un peu similaire. Oui. Ouais, c'est comme ça. Il faut faire avec. Alors, nous avons l'avantage d'avoir une réserve communale dans notre plan communal de sauvegarde qui fonctionne et il y a 10% de notre population qui fait partie de cette réserve communale. Et alors vous voyez à quel point que tout le monde est impliqué. Oui, mais évidemment, tout le monde se retrousse les manches. Pour essayer, de s'entraider. Et pour écoper, effectivement, restez avec nous, Jean-Michel Moreau, je le rappelle, maire de Coutures-sur-Garonne, dans le Lot-et-Garonne. Dans un instant, en direction Toulouse, tiens, une ville qui a déjà été inondée par la Garonne dans le passé. On le disait, c'est Brice qui prend la parole au 0826 300 300. Comment faire pour se préparer à ces inondations si jamais elles reviennent ? Est-ce qu'il y a des travaux à entreprendre ? Justement, Brice va nous le dire, lui, il travaille dans le terrassement, ça tombe très bien. Vous aussi, prenez la parole, venez témoigner. Est-ce que vous êtes inondé ou pas ? Est-ce que vous voyez ces épisodes se multiplier ou pas ? On en parle dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Et on est avec Gilles Gansman et Félix Mathieu. C'est quoi le problème ? Pourquoi ces inondations aussi spectaculaires, ces épisodes de pluie aussi longs, qui semblent d'ailleurs être de plus en plus fréquents ? Fallait-il s'y attendre ? On remercie le maire de Coutures-sur-Garonne qui était avec nous il y a quelques instants et qui, évidemment extrêmement sollicité, a dû nous quitter. On est toujours en direct avec Rémi André, le météorologue à Sud Radio, et Brice au 0826 300 300. Bonjour à vous, Brice. Oui, bonjour à toute l'équipe de Sud Radio. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes toulousain, Brice. Toulouse a déjà été inondée dans le passé. À chaque fois qu'on dit que d'eau, c'est une citation du président de la République de l'époque, à la fin du 19e, qui se lamentait de voir le quartier de Saint-Cyprien complètement sous l'eau. Vous travaillez dans le terrassement, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, moi j'ai une entreprise de terrassement et je vois les erreurs que font nos gouvernements successifs. Et notamment le poids des écologistes. Alors moi je ne suis pas anti-écologiste, c'est pas ça du tout. Mais un peu de bon sens, il faut retrouver un peu de bon sens chez nos anciens, c'est-à-dire ouvrir des marchés sur l'entretien de nos cours d'eau, des fossés, des curages de fossés, etc. Du recalibrage des cours d'eau. Et il ne faut pas s'étonner aujourd'hui qu'il y ait autant d'inondations, quoi. Alors concrètement, quand vous parlez des erreurs, vous dites du gouvernement ou d'autres autorités, je ne sais pas, vous pointez lesquelles précisément ? Mais tout simplement, moi je m'aperçois qu'il y a une quinzaine d'années en arrière, on a fait de grosses erreurs par rapport au remembrement. C'est vrai qu'il s'est fait n'importe quoi. Tout ça pour la production agricole. Mais donc on a bouché des cours d'eau, on a bouché des fossés, on a agrandi des parcelles.
Et aujourd'hui, on le paye. On le paye. Et depuis, il ne se fait plus, on n'ouvre plus de marché pour l'entretien de notre nature. Heureusement que nous avons nos agriculteurs qui le font en dehors de leur travail et pendant leur travail aussi, quoi. Oui. Vous vous souvenez justement ce que soulève notre auditeur, c'était le même problème dans le Pas-de-Calais où on s'est aperçu que les rivières, les fleuves n'avaient pas été curés depuis très longtemps et qu'on s'occupait plus du tout de l'entretien et qu'ensuite on a vu ce qui s'était passé dans le Nord il y a 1 an ou 2 ans. Alors du tout, c'est peut-être un grand mot, mais effectivement dans certains endroits c'était moins le cas. Effectivement, il y a un problème d'entretien de certaines digues aussi par endroit. Brice, vous concrètement, vos travaux, les travaux que vous menez là où vous travaillez dans le terrassement, ils consistent en quoi ? Alors nous on fait un peu de tout, mais notamment on faisait parce qu'on ne fait plus parce que on nous impose tellement de conditions pour nettoyer 1 mètre linéaire de fossé, tout un tas de dossiers, tout un tas d'autorisations, et donc le peu de marché qui s'ouvre là-dessus, on n'y répond plus parce que c'est une ligne à gaz. Et puis il n'y a plus aucun bon sens. Voilà. Il n'y a plus aucun bon sens dans ce qu'on nous demande de faire. Donc nous on fait pas mal de confortement de berges en enrochement. Mais bon, on le voit tous les jours. Ce qu'on nous impose, c'est ça va à l'envers du bon sens. Et c'est quoi, par exemple, ce qu'on vous impose ? On nous impose, par exemple, là, on vient de terminer un curage de canal, et on a mis tous les déblais au bord de la Garonne. Donc on sait bien que, en plus, dans un endroit sinueux, on sait très bien que les prochaines crues vont emporter tous les matériaux qu'on a mis. Et ces matériaux se retrouveront plus loin et boucheront d'autres passages, quoi. Voilà. Et qui vous l'a imposé, cette mesure ? C'est des organismes qui, c'est un organisme privé. C'était pour l'entretien d'une centrale électrique. C'est un organisme privé qui est sous la direction des directives de l'État, quoi. Ça veut dire que vous, à votre niveau, vous vous sentez impuissant quand vous faites ce genre de choses ? Oui, tout à fait. Non seulement on se sent impuissant, et puis on sait qu'on fait les travaux à l'envers du bon sens. En tout cas, on n'a en plus aucune fierté d'avoir terminé une fois qu'on a terminé. Nos travaux, on n'a aucune fierté de l'avoir fait, parce qu'on sait que c'est quand même l'argent du contribuable. Et qu'on a fait n'importe quoi. Entre les lignes, on entend dans ce que vous dites le discours sur l'excès de normes, le trop de normes, le fait que c'est compliqué de faire des travaux. Les normes en question, quand c'est par exemple le zéro artificialisation pour éviter d'imperméabiliser les sols, de bétonner comme on dit. Là, en l'occurrence, avec cet épisode de crue, est-ce qu'on voit pas aussi cette question du fait qu'on imperméabilise trop les sols, notamment en ville ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, par définition, de toute façon, imperméabiliser les sols, ça veut dire construire sur les sols, tout simplement. Oui. Donc, c'est vrai que parfois, on construit en ville, par définition, le sol ne peut plus absorber l'eau. On est toujours avec Rémi André, qui est avec nous. Oui. Rémi, vous le disiez, les épisodes auxquels on assiste en ce moment, ils auront tendance à devenir de plus en plus fréquents. Oui, alors ce qui vient d'être dit est très important car l'eau a besoin de s'écouler. Mais effectivement, si on fait les travaux que préconise justement Brice, eh bien cela permet en situation normale de voir l'eau s'évacuer et donc de ne pas inonder des lieux qui ne devraient pas l'être. En revanche, dans une situation comme celle que nous connaissons aujourd'hui, les sols sont sursaturés. C'est-à-dire que, imaginez une éponge, lorsqu'elle ne peut plus absorber d'eau, eh bien l'eau va s'écouler sur votre éponge. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que là, tous les fossés, tous les aménagements sont pleins et la terre est pleine. Ce qui fait que nous avons, de façon généralisée, vous le voyez sur l'ensemble du pays, eh bien nous voyons l'eau qui s'écoule rapidement en direction des fleuves et des rivières. Et là, c'est une situation à laquelle tous les travaux que vous pouvez imaginer ne seront pas suffisants pour pouvoir... Alors ça peut ralentir, effectivement, en permettant l'eau de s'écouler, mais là, on est vraiment dans une situation exceptionnelle. D'ailleurs,
l'eau qui sert justement en surface à alimenter ensuite les, on va dire la terre en dessous, eh bien cette eau ne s'écoule pas, elle est filtrée et elle ne peut plus s'écouler à l'intérieur de la terre ou très lentement, c'est-à-dire pas assez rapidement pour tout absorber, ce qui fait que cela ruisselle. Ce qui veut dire que le schéma qu'on a tous vu à l'école, qui s'appelait le cycle de l'eau, tout simplement, ça rappellera 2 ou 3 souvenirs avec des dessins, ce schéma-là, il est bloqué, il marche pas sur place en ce moment, on est d'accord, Rémi ? Alors, il ne marche pas pour l'écoulement. En revanche, il continue de fonctionner en ce qui concerne l'évaporation, puisqu'il y a plus d'humidité dans l'air et au niveau des précipitations. Ce qui fait que maintenant, nous avons un déséquilibre entre ce qui doit s'écouler et ce qui tombe du ciel. Rémi André, j'ai vu chez nos confrères télé et dans la presse écrite des débats en se disant si on avait laissé les bassines, vous savez, pour les agriculteurs, avec tout ce qu'on voit en ce moment, et ben peut-être ça aurait pu alimenter la sécheresse qu'on aura peut-être cet été, parce que ça aurait pu limiter la sécheresse en tout cas de cet été si on avait gardé l'eau qu'on a en ce moment. Si on avait gardé les bassines et tout ça, parce qu'en fait cette eau-là on ne l'utilise pas en fait, alors qu'on pourrait l'utiliser, non ? Exactement, c'est-à-dire que ensuite, lorsque nous avons des périodes de sécheresse, ces bassines ou toute rétention sera utile. Mais pour l'instant, on est dans la partie inondation et ces bassines auraient été remplies, effectivement, comme tous les lacs sont remplis maintenant. Regardez dans les Pyrénées-Orientales, où pendant 4 ans il n'est pas tombé une goutte d'eau. Et bien maintenant, dans les Pyrénées-Orientales, on est bien content de voir tous les lacs qui sont pleins. Cela permet de pouvoir espérer résister dans les 2 années qui viennent, si jamais une sécheresse réapparaît. Mais il est vrai qu'il est important pour notre agriculture notamment de pouvoir créer des réserves. Alors des grandes bassines, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Mais dans tous les cas, il faudra bien trouver des systèmes. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ce n'est pas notre sujet, car là, bassine ou pas bassine, ça ne retient pas assez d'eau pour pouvoir retenir toute cette eau. Quoi qu'il en soit, si on refait un dernier point sur la météo, 3 départements restent en vigilance rouge pour les crues. Il s'agit du Maine-et-Loire dans le nord-ouest, de la Gironde et malheureusement pour notre invité précédent du Lot-et-Garonne autour d'Agen. D'autres départements en vigilance orange aussi sur presque toute la façade atlantique, et ça va durer un petit moment. De Rémi André. Mais justement, non, parce qu'il va l'approfondir. Moi, je donne les infos brutes et lui, il les analyse. C'est lui le cerveau, Rémi. Ça va durer combien de temps ? Eh bien, le problème, c'est que là, pour l'instant, nous ne voyons pas vraiment d'amélioration arriver, puisque vous avez compris maintenant ce qu'est ce qu'on appelle cette rivière atmosphérique qui nous ramène depuis les Antilles de l'air chaud et humide et qui vient justement sur cette Europe de l'Ouest qui est formée par la péninsule ibérique et la France. Et là, eh bien, nous avons actuellement, donc depuis un mois, des pluies continues et on ne voit pas exactement quand est-ce que ça peut s'arrêter. On espère que à partir dans 10 jours, que cela devrait pouvoir s'arrêter par le blocage anticyclonique. Dans 10 jours ? 10 jours, c'est énorme, effectivement. Courage à tous ceux qui sont bloqués, notamment dans le Lot-et-Garonne, à Couture-sur-Garonne ou ailleurs, bloqués par les inondations. Merci à vous, Rémi André. Merci à vous également, Félix Mathieu. Avec plaisir. Gigansman, restez dans les parages parce qu'on va se retrouver dans quelques instants à suivre. Mettez-vous d'accord. Les débats, on va reparler des conséquences lourdes, politiques en tout cas, de la mort du jeune Quentin à Lyon. La France Insoumise qui dénonce une récupération politique de ce drame. La France Insoumise risque-t-elle de devenir complètement infréquentable? Plus de meetings à l'université si jamais il y a des troubles à l'ordre public, on y reviendra aussi. Et puis plus d'un Français sur 3 qui verrait d'un bon œil l'élection d'un maire Rassemblement National au municipal. 0826 300 300. Venez prendre la parole avec nous, venez débattre avec nous. On vous donne la parole sur Sud Radio à toute heure de la journée. Dans un instant, on va revenir sur un témoignage stupéfiant autour de l'affaire Epstein. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, Jean-Marie Bordry. Mettez-vous d'accord sur Sud Radio avec nous et nos invités au 0826 300 300. Nous revenons sur l'actualité politique extrêmement tendue en ce moment. La France Insoumise qui dénonce une récupération politique de la mort du jeune Quentin. Est-ce que ce mouvement politique, la France Insoumise, risque de devenir infréquentable? C'est la question qu'on va se poser avec vous au 0826 300 300. Que vous soyez insoumis ou anti-LFI, dans tous les cas, tout le monde a la parole
parole sur Sud Radio. Venez débattre avec nos débatteurs. On va revenir aussi sur les autres actualités et notamment les autres conséquences de la mort du jeune Quentin. Plus de meetings à l'université si jamais il y a des risques de troubles à l'ordre public. Les universités étaient-elles devenues trop politisées? On y reviendra. Et puis plus d'un Français sur 3, je le disais, qui verrait d'un bon œil l'élection d'un maire Rassemblement National aux prochaines municipales. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que au contraire ça vous surprend? Est-ce que ça vous fait peur? Dans tous les cas, 0826 300 300. Venez débattre avec nos invités. Anthony Martin-Smith, bonjour. Bonjour Jean-Marie, bonjour tout le monde. Bienvenue sur Sud Radio. Alors vous êtes sportif de haut niveau, chef d'entreprise, animateur par ailleurs de chef d'entreprise. Bah oui, chef d'entreprise. Non, je le suis plus. Ah, vous êtes plus? Non. Ah bah désolé. Bah écoutez, chef de moi. Bon bah écoutez, chef de vous, c'est déjà pas mal et c'est déjà une belle entreprise en d'autres termes. Vous êtes par ailleurs animateur de Faut que ça change sur Sud Radio tous les samedis à 20h30 précisément. Une émission, la seule émission hebdomadaire de France à la radio qui parle de l'inclusion de toutes les personnes en situation de handicap. On va accueillir dans quelques instants Jean-Christophe Gallien, politologue, conseiller en communication. Magali Vicente, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Bienvenue sur Sud Radio, communicante politique. Et Philippe Coy, bonjour. Bonjour. Et bienvenue également. Vous êtes buraliste basque d'ailleurs. Béarnais, s'il vous plaît, oui. Jean-Marie. Pourquoi on m'a dit basque depuis tout à l'heure? Je sais pas, c'est quelqu'un qui voulait me faire une mauvaise farce. C'est exactement ça. C'est votre voisin de gauche, mais je le dénoncerai pas. C'est Gilles, il me fait toujours des farces. C'est Gilles, mais évidemment que vous êtes béarnais, Philippe Coy, et vous êtes vice-président de la CP. Vous êtes à Pau, c'est ça, en plus, dans le Béarn. Oui, à Pau. C'est difficile. Alors, il n'y a pas beaucoup de Basques à Pau. Hein. Vous en avez vexé beaucoup. Vous en avez peut-être des Basques à Pau. Oui. Il y a peut-être des réfugiés. En tout cas, c'est un beau département. Voilà. Allez, avec vous, on va débattre de l'actualité. Je le disais, mais avant ça, on rembobine les quelques heures édifiantes que nous avons vécues à la télévision. Et c'est notamment l'affaire Epstein, Gilles, que vous avez sélectionné. Témoignage stupéfiant. Eh oui, document choc sur BFM où les journalistes de la chaîne, bravo à eux, ont retrouvé Mark Epstein, le frère du criminel américain, retrouvé mort le 10 août 2019 dans sa cellule de la prison de New York. Alors pour lui, il n'y a aucun doute, son frère a été assassiné. Vous allez entendre le frère de Jeffrey Epstein. Par téléphone, le frère de Jeffrey Epstein porte de lourdes accusations. À ce stade, je sais qu'il a été assassiné. En 2019, Jeffrey Epstein est retrouvé pendu dans sa cellule de la prison de New York. C'est Mark Epstein qui se rend sur place pour identifier le corps de son frère. Il est accompagné de 2 médecins légistes. Ils sont sortis de l'autopsie et ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas conclure à un suicide parce que ça ressemblait trop à un homicide. Sur le certificat de décès initial, à la rubrique cause du décès, il était indiqué en attente d'études complémentaires. Quelques jours plus tard, pourtant, les résultats de l'autopsie sont rendus publics. Jeffrey Epstein se serait suicidé dans sa cellule. Son frère en est persuadé. Jeffrey Epstein en savait trop. Lors de l'élection de 2016 entre Hillary et Trump, Jeffrey a dit, et je le cite, « Si je disais ce que je sais sur les deux candidats, il faudrait annuler l'élection. J'accuse le ministère de la Justice d'avoir dissimulé le meurtre de Jeffrey. » Donc c'est un témoignage fort et choc, évidemment, mais tout le monde se pose, évidemment, avec toutes les révélations qu'on a en ce moment, si Jeffrey Epstein n'a pas été... Je pense que dans 100 ans, on continuera, certains continueront à se poser la question. Et certains parlent maintenant, non pas de marque de corde, puisqu'il se serait pendu, mais de strangulation. Évidemment, vous imaginez que sur les réseaux, tout le monde a sa théorie. Évidemment, tout le monde a sa théorie. Ça tombe bien, on a un franco-américain dans ce studio, Anthony Martin-Smith. On a l'impression que tous les jours ou toutes les semaines, on entendra de nouveaux éléments ou alors de nouvelles accusations, de nouvelles suppositions. Ouais, c'est une histoire sans fin. Moi, j'ai bien mon avis sur la question. Probablement que chacun ici, autour de cette table, a son avis sur la question. Je vous avoue que je commence à être un peu, probablement comme les Françaises et les Français qui écoutent ça tous les jours, lassé de ces histoires. Moi, ce que je n'entends pas suffisamment, c'est la parole des victimes. On parle davantage et on fait davantage état des agresseurs, des complices, des rabatteurs, mais pas suffisamment des victimes. Et puis la question que je me pose en permanence, c'est que faisaient les parents de ces enfants violés ?
En tout cas, que leur est-il arrivé? Comment l'ont-ils vécu? Ça, c'est toujours une question très difficile. Magali Vicente? Moi, je partage effectivement cet avis, mais je pense qu'il faut vraiment pas le négliger. C'est-à-dire que la façon dont ont été sortis les documents, c'était aussi ça l'effet, c'est-à-dire de vouloir en masse drainer et faire circuler un certain nombre d'informations, quelque part aussi, pour qu'on soit plus en capacité de distinguer les éléments clés et ce sur quoi il fallait vraiment qu'on soit focus. Donc oui, effectivement, on parle beaucoup des agresseurs, mais c'est aussi important, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est vraiment au début d'un cap de vérité, et pas seulement sur les agresseurs, mais surtout ceux qui ont fermé les yeux sur ces agresseurs. Et donc là, on est pleinement dans le sujet. On a de plus en plus de femmes qui prennent aussi la parole parce que ça leur permet de revenir sur le devant de la scène et de parler d'une époque de souffrance, parce qu'il faut se mettre à la place des victimes. Oui, on ne les entend pas assez. Il y en a même, malheureusement, qui ne sont plus là, et il y en a qui sont même dans des états de détresse psychologique énorme. C'est dramatique, mais je pense qu'il ne faut absolument pas négliger le sujet. Moi, je suis profondément convaincue qu'on arrivera à trouver. Ça prendra peut-être du temps, mais les vérités finiront toujours par sortir. Et ce que je déplore un peu, c'est que finalement, on va essayer de trouver des biais d'inculpation d'un certain nombre d'acteurs, mais pas forcément sur les vrais sujets, c'est-à-dire sur les agressions sexuelles qui ont été portées à l'encontre de toutes ces filles, que ce soit aux États-Unis, mais que ce soit aussi à Paris. Sachant que là, on va au-delà d'agressions sexuelles, puisqu'en général, on parle de viol dans le cadre de l'affaire Epstein, et on est loin d'avoir tout appris, mine de rien, Jean-Christophe Gallien. Bah oui, parce que sur un autre plateau, il y a quelques jours, quelqu'un parlait d'un lupanar. Je vais quand même rappeler que c'était quand même beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que c'était évidemment au final du final des meurtres, des tortures, des viols. Des viols, voilà. Mais ça, c'est une affaire à trois niveaux, l'affaire Epstein. Et c'est pour ça qu'effectivement, elle est très complexe. Elle a un niveau, évidemment, celui-là, qui est le plus dingue, c'est-à-dire l'organisation d'une traite, l'organisation de massacres de personnes. D'exploitation, qui est transnationale. C'est-à-dire qui voyagent avec des puissants, et des puissances, et tout ça dans des ciels aériens non contrôlés, des aéroports privés, voilà. Donc quelque chose qui nous paraît complètement dingue, c'est-à-dire qu'on regarde en disant mais finalement ça c'est hollywoodien, je veux dire, dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que quelque part c'est de la fiction, pas du tout, c'est le réel. Finalement, c'était pas un fantasme. Non, et après il y a un niveau quand même, deux niveaux qui sont aussi très concrets, un niveau qui est celui du flux de l'argent, parce que ce flux-là est essentiel pour pouvoir permettre effectivement les trafics dont on parlait et les actes dont on parlait, mais il est là aussi parce que on veut faire de l'argent. On veut faire de l'argent parce que le troisième niveau, c'est celui de l'information. Et cette information est aussi une influence, c'est-à-dire que quelque part, Epstein, c'était quelqu'un qui était au cœur de ce triangle et permettait de faire, non bien sûr tous les actes possibles, mais ça a été presque un appât qui permettait ensuite d'avoir accès à de l'argent et de l'information. Et les deux ensemble font encore plus d'argent, encore plus d'influence. Et pour moi, si vous voulez, c'est là-dedans que la recherche doit se faire, au-delà évidemment des tristes sorts des victimes. Et d'ailleurs, en tout cas, la recherche se fait d'une manière ou d'une autre, puisqu'hier, à l'Institut du monde arabe, une perquisition a été menée sur demande du parquet national financier dans le cadre d'une enquête autour de soupçons de fraude fiscale qui visait l'ex-président désormais de l'Institut du monde arabe, Jack Lang. Philippe Coy, un mot? Non, juste d'abord une grande pensée pour toutes les victimes. Cette affaire, elle est sordide, elle explose. C'est une déflagration mondiale, parce que bien évidemment, j'ai pas le regard sur les autres médias européens et dans le monde, mais je pense que tout le monde est touché. Les victimes commencent à parler. Tant mieux, la parole se libère. Je suis pas sûr que chacune pourra s'exprimer, mais en tous les cas, je pense que les médias font leur job en relayant ces prises de parole. Ce que j'observe aussi en tant que simple citoyen, je suis atterré de cette machination diabolique. Vous venez de dire un film hollywoodien, mais même pas un scénario qu'on aurait peut-être pu imaginer, tellement cet empire touche la planète, touche les puissants, tous les puissants. Enfin, je regarde jour après jour. Il n'y a pas que des salauds. Hein, non, mais en tous les cas, le catalogue est assez vertigineux des fréquentations de ce monsieur jusqu'aux puissants qui sont encore en place aujourd'hui. Donc, une grande pensée pour les victimes. Après, je me dis, d'où sort cette fortune? Parce que l'argent coulait à flot. Je ne sais pas si quelqu'un aujourd'hui s'est penché sur cette puissance financière. En tous les cas, il y a des études sur notamment libérer les avoirs bloqués, notamment en Libye, et des commissions que prendrait Jeffrey Epstein sur
Qu'aurait pris, exactement. Voilà. Il faut le mettre au conditionnel. Exactement. Je reviens sur le sonore qu'on a entendu du frère. Est-ce que vous pensez qu'on l'a fait assassiner ? Écoutez, là après on est dans la série, oui. Quand on regarde la manière dont les choses se déroulent, je vois pas bien l'intérêt pour ce garçon. À partir du moment où il tient autant d'informations, je vous le redis, la base de son système, c'était l'information. L'information qu'on peut valoriser dans plein de sortes de manières, c'est-à-dire effectivement l'information négative, l'information positive, l'information financière, l'information politique, géopolitique, le fait de pouvoir faire rencontrer, mais aussi de photographier. C'est une puissance terrifiante pour beaucoup d'autres puissants. Surtout que la première fois, il est sorti de prison facilement. Donc, effectivement, en tout cas, de toute façon, dans quelques décennies, vous aurez toujours des gens qui seront persuadés, c'est bien normal. Ce qui est sûr. Et puis, c'est pas le seul qui s'est suicidé. Exactement. Ce qui est sûr, durant son incarcération. Il y a le cas du président de l'agence de mannequinat français. Et sur aussi des choses, malheureusement, qui peuvent arriver. Si vous êtes de toute façon extrêmement puissant et que du jour au lendemain, vous devenez un ennemi public mondial numéro 1 et que vous allez finir vos jours en prison, il n'est pas non plus absurde d'imaginer que vous ayez envie de mettre fin à vos jours. Donc, ce qui pose question, forcément, c'est digne d'un scénario de film hollywoodien, je reprends ce que disait Philippe à l'instant, mais quand vous avez pendant 2 heures pas de gardien qui passe alors que normalement il y en a, quand vous avez la vidéosurveillance qui à ce moment-là est coupée, forcément que l'opinion publique se dit c'est manipulé, et forcément il y a un meurtre derrière ça, puisque c'est ce qu'on aurait fait dans un film ou dans une série télé américaine. Et on se posera la question encore longtemps, je ne sais pas si on aura la réponse. Encore faut-il espérer que les victimes, pour le coup, qui sont toujours vivantes, celles qui sont toujours vivantes, puisque d'autres aussi ont mis fin à leur jour. Obtenir réparation, non, mais justice, certainement. Obtenir justice, c'était là que je voulais en venir. Allez, restez avec nous sur Sud Radio, pareil, 0826 300 300. À tout moment, vous pouvez prendre la parole, vous poser des questions avec nous ou apporter vos réponses. On se retrouve dans un instant. Dans un instant, Gilles, on va parler de... Je vais parler bagnole, comme dit Manu. Oui, et Sud Radio, la radio de l'auto, justement. Figurez-vous que même Renault va commencer à fabriquer ses voitures électriques en dehors de la France, malgré sa promesse initiale. On en parle dans un instant. Venez vibrer au rythme du 7 féminin. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. 0826 300 300 pour prendre la parole sur les débats d'actualité. On va parler de la France Insoumise dans un quart d'heure. Est-ce que ce parti est en train de devenir infréquentable après la mort du jeune Quentin? Mais avant ça, on rembobine l'actualité des dernières heures, ce que vous avez pu voir à la télé ou entendre sur Sud Radio avec Gilles Gansman. Gilles, l'industrie française fout le camp, en tout cas en matière d'automobile. Et notre industrie à nous, puisque hier, malgré sa promesse, Renault a annoncé qu'elle allait délocaliser sa production de voitures électriques, alors que Emmanuel Macron voulait que ça soit un fleuron, la voiture électrique en France. Eh bien, ça part en Espagne. Alors évidemment, ça pose beaucoup de questions sur notre industrie automobile, comme l'indiquait le journaliste Nicolas Dose sur LCI. Il s'agirait d'aller produire les familiales électriques à Palencia, au nord de l'Espagne. Il s'agit de Scénic et du Rafale qui remplace l'Espace. C'est pas totalement une surprise incroyable. La grande filiale industrielle de Renault est déjà en Espagne, répartie sur 3 villes d'Espagne. Mais oui, ça s'appelle une délocalisation. Aujourd'hui, il y a que Twingo qui est produite en Slovénie, mais 100% de l'électrique, c'était 100% made in France. Alors ce projet, il bruisse quand même depuis le mois de mai dernier. Visiblement, la décision est prise. Il semblerait qu'elle soit annoncée le 10 mars. Et elle fera réagir, parce que Renault avait toujours défendu l'idée que l'électrique, c'était made in France, donc c'est une entorse. Et la France ne sera plus l'unique place forte de Renault sur la production électrique. C'est quand même fou qu'on n'arrive plus à fabriquer des voitures en France, alors que c'était quand même de notre cœur d'industrialisation. Des voitures électriques. Alors, à la décharge de Renault, c'est les seuls à avoir essayé depuis le début de fabriquer intégralement leurs autos électriques en France. Manifestement, le pari est perdu. Magali Vicente ? Écoutez, je veux dire, le 100% made in France, malheureusement, ça reste une illusion et concrètement, le nombre d'entreprises s'y sont cassées les dents. Donc,
la question à se poser, en fait, c'est pourquoi maintenant on le sait, et à mettre devant, finalement, ce budget qui a été voté en fait à l'Assemblée nationale, sur lequel en fait aucun gouvernement n'arrive à revenir sur aujourd'hui qu'est-ce qui pose problème au sein des entreprises françaises. Et qu'est-ce qui pose problème au sein des entreprises françaises ? Ce qui pose problème, c'est les charges, en fait. Les charges et le coût. Et ça, c'est un vrai sujet qui n'a jamais été traité. Et tout le monde, en fait, le balaye et le remet, et on le remettra en 2027. Et quand on parle de charges, on parle de quoi ? Parce qu'on parle clairement des cotisations sociales pour la Sécu, on parle des cotisations pour la retraite. Est-ce que les Français seraient prêts à se faire rembourser des médicaments ou alors à voir leur retraite baisser ? Mais tout est lié, en fait. Il y a plein de sujets qui sont liés. On aura beau le dire, mais est-ce qu'on est prêt à le faire ? Je pense qu'il y a des Français qui sont prêts à remettre en question tout notre système. Je veux dire, on se voile la face depuis des années sur le système de retraite, alors que bon nombre de Français sont déjà en capitalisation. Et nous, en fait, on continue politiquement à dire « Ah non, la capitalisation, c'est pas bon ». Il y a plein de sujets aujourd'hui qui sont liés, que le gouvernement et les différents gouvernements ne veulent pas remettre sur la table, et qui, en fait, paralysent totalement la production et le système de développement économique français. Et surtout que les ouvriers qu'on ne paye pas vont au chômage, alors qu'on paye les ouvriers espagnols. Oui, en quelque sorte. Je viens d'écouter l'intervention de Magali. Je suis entrepreneur, petit entrepreneur. À la CPME, on cherche du commerce, commerçant depuis 35 ans, attaché à ce lien local qui est le commerce de proximité. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous venez de dire, le sujet, c'est la création de richesse par l'entreprise, le coût du travail. C'est quand même dingue que Renault, comme d'autres entreprises aujourd'hui, soient obligées d'exporter leur savoir-faire sur un territoire certes européen, pour le moment, pour construire leurs véhicules. On a besoin aujourd'hui de croire en l'avenir, de croire en cette capacité du travail, de l'entrepreneuriat, et tous les signaux que l'on a ces derniers mois, dernières années de la classe politique en général, n'encouragent pas. Je le dis avec beaucoup d'amertume, s'engager aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, s'engager dans le commerce, dans la proximité, c'est relever un défi titanesque, alors qu'on devrait plutôt se resserrer sur la fiche de paye. Alors dans ce cas-là, parce que la fiche de paye, c'est pas le sujet. C'est le sujet. Moi, mes salariés, j'ai 6 salariés dans ma petite entreprise. J'aimerais tous les mois leur en donner beaucoup plus. Quand je mets côte à côte ce que je peux leur donner par le fruit du travail qu'ils font, par l'énergie que nous mettons ensemble, et ce que l'on doit verser au titre des cotisations, ça me fout les boules. Excusez-moi de le dire avec mes mots d'entrepreneur. Je comprends, mais vous voulez en mettre moins sur leur retraite ou moins sur la Sécu. Concrètement, c'est ça qui a la différence sur la fiche de paye entre la France et l'Espagne, c'est largement ça. C'est largement ça, et je crois qu'il y avait eu il y a quelques semaines un tableau sur le coût de l'emploi. La France était à nouveau sur le podium, l'Espagne était 4 rangs derrière nous. De toute façon, il ne faut pas s'y tromper. Si ces entreprises vont ailleurs, c'est là comme tant d'autres, c'est qu'il y a un intérêt. Jean-Christophe, dans l'économie d'aujourd'hui, vous avez 2 paramètres. Vous venez d'en citer un, celui de payer ou pas la ressource humaine, c'est-à-dire le travail. Dans l'affaire de Renault en Espagne, c'est pas le travail, c'est le coût de l'énergie. Aujourd'hui, c'est le deuxième paramètre essentiel. Soit vous baissez le coût de l'énergie, vous remontez la possibilité de bien payer vos salariés, au-delà des charges, qui est un système bien français, mais déjà c'est un paramètre essentiel. Donc pourquoi l'Espagne ? Parce que l'Espagne est sortie du système de contrôle européen du prix de l'énergie, et donc vend son énergie, notamment industrielle et économique, à un prix beaucoup plus bas, comme tous les pays aujourd'hui qui ont des bons résultats industriel et économique. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Chine qui sponsorise l'électricité. Voilà. Bon, c'est essentiel parce qu'à partir de là, les usines, vous savez, il y a beaucoup moins de monde aujourd'hui. Donc les RH aujourd'hui sont presque résiduels dans l'usine, notamment qui fabrique ces voitures-là, puisqu'il n'y a pas en plus de moteur à explosion. Donc on assemble du châssis, des portes, ainsi de suite. Donc c'est très robotisé. Et donc le facteur majeur du choix industriel, c'est l'électricité, le coût de l'électricité. Ensuite, vous avez les RH. Si je peux me permettre, Jean-Christophe, l'énergie coûte beaucoup plus cher en ce moment en Allemagne qu'en France. J'ai pas entendu dire qu'il y avait des délocalisations d'usines allemandes. Non, mais elle coûte pas beaucoup plus cher que ça, parce qu'en fait, en réalité, quand vous la regardez au prix industriel, c'est ça qu'il faut regarder. C'est pas celle que nous on a. C'est quelque chose qui est aujourd'hui largement sponsorisé aussi dans ce contexte-là. Et donc, il y a une bataille sur le prix de l'énergie parce que c'est un enjeu majeur de compétitivité. Évidemment. Encore une fois, je vous le redis, aujourd'hui, le prix de l'électricité devrait être beaucoup plus bas pour un commerce, pour une entreprise de service, pour qui que ce soit, et même pour chacun d'entre nous.
Et encore plus quand on va faire le pari des voitures électriques, qui me paraît encore quelque chose d'encore plus intéressant. Là, dans l'affaire de Renault, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment ça. Ça n'empêche que, effectivement, le débat sur ensuite la fiscalité du travail, parce qu'il faut le dire comme ça, la fiscalité du travail, c'est une vieille recette française. Et c'est une deuxième erreur. Non seulement on paye cher l'énergie, mais en plus on fiscalise le travail. Et on continue de le faire parce que on continue de le faire pour des raisons qui sont de simplicité. C'est-à-dire que c'est une fiscalité très rentable, où on perd très peu en ligne, à la différence d'autres systèmes de partie de la fiscalité. Mais cette fiscalité du travail, il faut avoir c'est plus qu'un débat. Il faut la mettre à plat. Et en face, effectivement, faire l'économie. Quand vous créez 35 000 emplois de services publics en plus, quand la performance de l'entreprise publique France, service public d'État, service public de collectivité territoriale est aussi faible, alors là, pour le coup, vous pouvez comparer par rapport à d'autres pays, bah là, vous avez un vrai problème, parce qu'il faudra me faire basculer d'un côté, j'en prends moins, et pour en donner un peu moins de l'autre côté aussi. Effectivement, et là, c'est compliqué. Anthony Martin-Smith ? Je vais pas redire ce qui a déjà été dit. En revanche, je vais essayer d'apporter une réponse à votre question, Jean-Marie. Qu'est-ce qu'on retire de la fiche de paye ? C'est le droit du travail. C'est-à-dire qu'en Espagne, vous n'avez pas les mêmes droits qui protègent les salariés que ceux que vous avez en France. Donc forcément, quand vous avez une baisse de régime sur votre carnet de commandes, vous pouvez adapter votre masse salariale. En France, vous ne pouvez pas. Quand vous avez des personnes qui sont engagées en CDI, elles sont en CDI. Vous pouvez avoir recours éventuellement au chômage technique, mais c'est pas aussi facile que donc cela. Ça coûte trop cher en France parce que c'est trop compliqué de virer les gens ? Parce que c'est compliqué de virer les gens, c'est compliqué de pouvoir les réemployer, et je dis pas que c'est une bonne chose. Non, mais je dis pas que c'est une bonne chose. On est sur Sud Radio. Oui, c'est une réalité. Mais c'est la réalité de tout entrepreneur, c'est que toi, ton carnet de commandes qui est vide, en face, t'es obligé quand même de payer tes salariés. Et fort heureusement que ce soit comme ça en France, mais on le finance comment ? Ça, c'est la grande question. Peut-être la solution, c'est de renationaliser Renault. Mais enfin, il vous aura pas échappé que si Renault a insisté à ce point-là pour construire des voitures électriques en France, c'est aussi parce que l'État était un bon actionnaire. La compétitivité mondiale industrielle aujourd'hui, elle est faite de deux manières, je vous le dis. Fermeture des marchés et subventions. Donc il faut arrêter de se raconter des histoires. Le marché pur n'existe plus. À l'intérieur même de l'Union européenne, le marché unique n'existe plus en ce moment. Et vous parlez de l'Allemagne, c'est les premiers à jouer avec ces règles-là. Donc soyons lucides, faisons des efforts internes, ça c'est clair, mais soyons lucides dans un contexte où, je vous le dis, l'électricité, c'est très important, le prix de l'énergie, et surtout subvention de l'activité et fermeture de frontières à un certain nombre de produits. C'est comme ça que ça marche au service. Philippe Coy, vous avez un mot, parce que vous êtes pour la CPME, donc c'est normal. J'ai un mot, mais surtout je rebondis sur les propos de Jean-Christophe. Oui, ça doit être l'énergie qui a donné cette orientation. Et je m'inquiète d'autant plus que le 12 février dernier, la semaine dernière, le gouvernement, après 2 ans d'attente, a programmé son PPE pour les 3 prochaines années. Décarbonation, le coût de l'énergie. Je me dis, les planètes ne sont pas alignées. D'un côté, le gouvernement veut réindustrialiser, veut créer d'emplois, et Renault, qui a dû être associé à ce plan sur l'énergie, délocalise. Je m'interroge. Un dernier mot pour le coup, Gilles Gansman, parce qu'on va quand même terminer cette séquence en rembobinant les dernières heures à la télévision. Pour nous remonter le moral, vous allez nous faire écouter ce qui vous fait penser à une France Big Brother d'ailleurs, bientôt. Sur les réseaux sociaux, on fera le débat après alors. D'accord, j'avais un autre son plus léger, si vous vouliez. Alors, est-ce que vous connaissez le screening autour de cette table ? Alors, le screening, c'est devenu la grande mode des employeurs qui, avant de vous recevoir, vont directement sur les réseaux sociaux. Résultat, ils connaissent des choses auxquelles vous ne mettrez pas que vous ne mettriez pas sur votre CV. Ils savent si vous vous couchez tard, si vous buvez le soir, si vous faites la fête, votre orientation sexuelle, votre orientation politique, si vous avez des amis, si vous avez déjà critiqué des marques ou une entreprise. Alors évidemment, cette méthode là est très très contesté. Décryptage sur M6. On appelle ça le screening social et il est crucial. 62% des recruteurs disent avoir recalé un candidat à une offre d'emploi à cause de ces réseaux sociaux, selon le site de recrutement Indeed. Une pratique qui est particulièrement marquée dans certains secteurs. Regardez dans le juridique, 100% des recruteurs disent vérifier vos contenus. Viennent ensuite l'industrie manufacturière, l'architecture ou encore la finance. En revanche, cette vérification est peu répandue dans les structures de moins de 10 salariés. Seul 1/3 des patrons s'en préoccupent, contre 75% dans les grandes entreprises. Effectivement, c'est édifiant. Doit-on aller fouiller les réseaux sociaux ? Philippe Coy, en un mot, vous avez fait ça quand vous avez recruté les gens ? Alors non, parce que bien évidemment, je vais être
très clair. Non, mais c'est mes collaboratrices qui, en disant je vais recruter telle personne, se sont mise à regarder la vie sociale de la future collègue. Donc c'est pas moi, chef d'entreprise, bien évidemment, qui ai fait la démarche. Vous ne seriez pas permis. D'abord, non. Bien évidemment, je ne fais pas mon recrutement sur ce genre d'éléments, mais en tous les cas, ça m'a donné un enseignement, c'est que les collègues de travail avaient regardé, en même temps que moi, je regardais la qualité professionnelle de la personne que je recrutais, la vie sociale de celle qui arrivait dans notre entreprise. Vous savez, on a fait pareil sur vous, Philippe. Je pense il y a longtemps. Nous sommes tous fliqués. Donc bonne journée à vous. Nous serons tous fliqués. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. Il fallait qu'on se quitte là-dessus, notamment Gilles Ganzmann sur cette séquence parce qu'elle est édifiante. Allez, restez avec nous. 0826 300 300. Mettez-vous d'accord. On va parler de l'actualité politique. Est-ce que la France insoumise est en train de devenir un mouvement complètement infréquentable? Oui ou non d'ailleurs? Vous êtes insoumis ou vous ne l'êtes pas? Dans les deux cas, vous avez la parole juste après les infos de 11h. À tout de suite. Delperrier, des pronostics hippiques à retrouver comme tous les jours sur sudradio.fr. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Soyez tous les bienvenus sur Sud Radio. Si vous nous rejoignez, on est ensemble jusqu'à midi pour débattre avec vous de l'actualité. On va revenir sur les conséquences politiques, peut-être lourdes, de la mort du jeune Quentin en marge d'une réunion publique de Rima Hassan. C'était en fin de semaine dernière à Lyon. Est-ce que la France insoumise risque de devenir un parti infréquentable? Elle qui dénonce une récupération politique de ce meurtre. On va en parler avec vous au 0826 300 300. Dans un instant, direction Castres dans le Tarn avec Anthony qui prend la parole et avec Jovan aussi au 0826 300 300, nos deux auditeurs qui ne sont pas d'accord. Je vous rappelle nos débatteurs. Anthony Martin-Smith qui est avec nous, animateur de Faut que ça change sur Sud Radio tous les samedis à 20h30. Jean-Christophe Gallien. Oui, bonjour, bien sûr. Jean-Christophe, on m'avait dit que c'était Valérie Expert et vous n'avez aucun trait de ressemblance. Non, alors je veux bien être aveugle, mais il ne faut pas me prendre pour un idiot. C'est vrai, mais ils ont un peu échappé qu'on n'a pas la même voix. Je le précise aussi. Alors, je rassure tous ceux qui nous écoutent. Valérie Expert revient de vacances demain à 10h. Elle sera ponctuelle, en pleine forme. On espère avec de très belles couleurs. Et on l'embrasse très fort. Jean-Christophe Gallien est avec nous. Vous l'entendiez à l'instant. Politologue et conseiller en communication. Magali Vissante également, communicante politique. Et Philippe Coy, buraliste béarnais, vice-président de la CPME. On est toujours avec Gilles Ganzmann qui scrute les réseaux sociaux de Sud Radio, qui regarde beaucoup la télévision. Et nous sommes avec Anthony au 0826 300 300. Anthony, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Soyez le bienvenu sur Sud Radio, vous êtes à Castres. On parle de la France insoumise. Est-ce que la France insoumise risque pour vous de devenir un parti infréquentable après ce qui s'est passé hier de manière dramatique en marge d'une réunion publique de l'eurodéputé Rima Hassan à Lyon? Pour moi, je pense que oui. Alors après, il faut prendre des pincettes. Il faut le temps que la justice fasse son travail, qu'il identifie bien toutes les responsabilités. Mais LFI, ça fait un moment que, pour moi, c'est un parti infréquentable. Ici, je vais vous donner un exemple. C'est que les députés LFI en écharpe sont allés sur des ZAD soutenir des zadistes qui s'étaient montrés violents avec des ouvriers et des forces de l'ordre. Donc pour moi, à partir du moment où on ne respecte pas l'état de droit et la République, on se disqualifie de la politique française. C'est mon point de vue. Restez en ligne avec nous, en tout cas Anthony, votre point de vue. Bienvenue au 0826 300 300 sur Sud Radio. Yovan et non pas Jovan, comme j'ai dit tout à l'heure, pardonnez-moi. Yovan est également avec nous au 0826 300 300. Vous êtes d'où, Yovan? Bonjour, je suis de la région parisienne. En Île-de-France. Alors vous êtes électeur insoumis, je crois. Oui, bien sûr. Comment vous vivez les suites de ce qui s'est passé à Lyon? Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous avez peur de devenir un parti infréquentable ou pas? Pas du tout. Donc, déjà, j'ai envie de présenter mes sincères condoléances à la famille de Quentin. Je trouve qu'on ne devrait pas mourir pour des idées en France. Alors, ensuite, ce que je comprends pas, c'est le traitement de cette information et pourquoi l'association avec LFI. Et il y en a qui appellent même à dissoudre LFI, alors que quand on regarde concrètement les chiffres depuis un certain temps, le nombre d'agressions documentées elles sont supérieures à 300 depuis 2017. C'est lié à l'extrême droite. Est-ce qu'on doit pour autant dissoudre le Front National ou le RN aujourd'hui? Des meurtres avérés et documentés, on a au moins 5 depuis 2022. J'ai pas vu la même effervescence médiatique autour de ces meurtres.
et pourtant qui sont motivés, qui sont par des groupuscules identitaires suprémacistes, paramilitaires. Enfin, je veux dire, à partir de là, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont dans le cadre, dans l'arc républicain, le RN? Alors, ceci dit, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, j'ai du mal à recouper effectivement les informations que vous nous donnez pour l'instant sur les 5 meurtres, mais quoi qu'il en soit, c'était plus difficile de les lier au Rassemblement national. J'ai un souvenir d'un meurtre perpétré par un militant d'extrême droite, d'ultra droite même, c'était le meurtre du jeune Clément Méric, pour le coup. Son meurtrier n'était pas lié, à ma connaissance, en tout cas au Rassemblement national à cette époque. Restez en ligne avec nous, Yovan, en tout cas, parce que c'est intéressant que tout le monde ait la parole sur Sud Radio 0826 300 300. Philippe Coy, la France insoumise qui dénonce une récupération politique de ce meurtre et qui assure que l'extrême droite est plus dangereuse en fin de compte que l'extrême gauche. D'abord, j'ai une grosse pensée pour la famille de Quentin. On n'a pas le droit de mourir pour des idées. Enfin voilà, je vais pas politiser mon propos, mais en tous les cas, on a le droit de s'exprimer, on a le droit de ne pas partager les mêmes opinions. C'est ça la démocratie. Pouvoir s'exprimer librement. Des gens se sont battus pour le faire et aujourd'hui on ne doit pas mourir pour cela. On peut être divergent, mais en tous les cas il ne faut pas non plus que les formations politiques, quelles qu'elles soient, excusez-moi je vais être plus large peut-être que votre sujet, haranguent les foules, disent on descend dans la rue pour prendre le pouvoir. Au bout d'un moment, au bout de la chaîne, même si vous faites du slogan, des éléments de langage pour être médiatique, il y a des gens derrière qui reçoivent cela et qui peuvent le prendre pour des missions. Et malheureusement, c'est peut-être ce qui s'est passé dans cette scène à Lyon. Il faut être pondéré quand on appelle à se révolter. Il faut mesurer parce que des gens derrière peuvent passer à des actes et c'est certainement ce que l'on peut déplorer aujourd'hui. Anthony Martin-Smith. Écoutez, moi je peux pas me résoudre à ce qui s'est produit, bien évidemment, c'est épouvantable, c'est dramatique. Je souscris à ce qui vient d'être dit sur le fait d'avoir une pensée très forte pour la famille de Quentin. Tout le monde est d'accord là-dessus. Là-dessus, évidemment, on est tous d'accord. Par contre, est-ce que l'on doit dire que un parti qui a des élus républicains doit être considéré prochainement comme infréquentable ? Là-dessus, je ne me prononcerai pas parce que ce n'est pas à nous de le décider, c'est au peuple qui a encore un bulletin de vote entre les mains et ce sont les urnes qui décident si quelqu'un est fréquentable ou infréquentable. Qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord avec les idées. Je rejoins aussi ce qui vient d'être dit. On ne combat pas les personnes, on combat les idées. Gilles Gansman. Moi, j'avais une question à Yovan, s'il est toujours en ligne avec nous. Yovan, électeur insoumis, je le rappelle, exactement, au 0826 300 300. Dans vos propos, moi, je trouve qu'on ne doit pas faire la comparaison dans l'horreur et le malheur. C'est pas parce que certains le font que ça autorise les autres à le faire. C'est pas parce que le Rassemblement national, comme vous dites, a fait des choses que ça vous autorise à faire des choses. Ça, c'est la première chose sur laquelle je voulais vous interroger. Et la deuxième chose, je voulais savoir si vous aviez vu les images. J'ai vu les images qui étaient un peu contradictoires par rapport à la chronologie où ça s'est passé 2 jours et Rima Hassan elle est intervenue, il était 18h30, il faisait nuit. Donc déjà, il y a une manipulation à ce niveau-là. Bon, moi, je compare pas pour comparer ou pas pour faire en gros autoriser des gens à commettre des actes ignobles. Moi je veux juste rappeler les faits, être factuel, simplement ça. Et je vais pas une comparaison macabre, je rappelle juste les faits parce que j'ai l'impression qu'on oublie souvent ce qu'est l'idéologie d'extrême droite. Et ce qui s'est réellement passé ces dernières années avec l'extrême droite. Bon, écoutez, en tout cas, vous serez toujours le bienvenu au 0826 300 300 parce que tout le monde a le droit à la parole sur Sud Radio, qu'on soit d'accord ou pas avec vous. Merci d'avoir pris la parole depuis l'Île-de-France où on écoute Sud Radio sur le 99.9 FM. Magali Vicente, est-ce qu'on arrivera à se mettre d'accord sur ce qui a pu se passer et sur ce qu'on doit en retenir comme leçon ? À se mettre d'accord, écoutez... on va avoir du mal puisque effectivement, il ne peut pas nier le fait qu'il y ait une instrumentalisation permanente politique. Mais elle date pas d'aujourd'hui. Quand on parle en fait aujourd'hui de LFI, est-ce que LFI va devenir infréquentable ? Enfin, je veux dire, c'est pas un fait nouveau. Quand on est lucide sur l'utilisation des éléments de langage, quand on est lucide sur les images qui sont divulguées, sur les origines en fait des mots, des images et des souhaits politiques de LFI, notamment depuis les législatives de 2024, on sait que c'est un message qui est divulgué. Mais et pour une seule raison. Vous pouvez prendre toutes les photos d'appels à manifestation systématiques. Vous avez des lacrymos,
vous avez des fumigènes, vous avez du feu partout. Je veux dire, on attise visuellement par la communication, pas uniquement les éléments de langage, mais par la communication visuelle, on attise cette notion de révolte, révolution et donc la France insoumise cultive la tension politique dans le pays. Mais c'est pas nouveau. Et depuis qu'ils sont à l'Assemblée en nombre, ce qui est nouveau, c'est ça, c'est qu'on se retrouve à l'Assemblée au sein de nos institutions avec des membres de la République qui diffusent ce genre de messages et qui peuvent le faire en plus de manière totalement en toute impunité au sein du Parlement. Donc ça, c'est un fait nouveau sur lequel il faut se pencher parce que ça a forcément des conséquences et une incidence sur les réactions émotionnelles d'une partie de la jeunesse. Sauf que si on est juste Jean-Christophe Gallien, et c'est aux communicants que je parle, on peut difficilement faire un lien de cause à effet, en tout cas relier les propos des députés insoumis dans l'hémicycle avec l'acte qui a été perpétré, à savoir un lynchage d'un homme qui était déjà inanimé au sol à Lyon. Lynchage à mort. Jean-Marie, moi je pense que c'est une heure assez grave, je pense qu'il y a un basculement. Ouais. Je le dis avec beaucoup d'émotion, et c'est pas parce que je prends parti pour un camp ou un autre, parce qu'il s'agit de deux camps. Mais c'est un basculement. Quelqu'un est mort, et le procureur de la République, contrairement à ce que votre auditeur a raconté tout à l'heure, a fixé au moins, il a pas fixé grand-chose hier, parce qu'il a dit que des gens étaient encore dehors, qu'il avait interpellé personne, mais au moins la chronologie et les faits sont présents et ont conduit à une requalification pour meurtre, pour l'instant. Homicide volontaire. Parce que vous verrez que, et sentirez le fil, que les communications téléphoniques aidant d'avant, pendant et après vous amèneront à certainement autre chose en termes de qualification. Donc on est face à quelque chose qui est un basculement. Mais de quoi il s'agit ? Vous posez la question de savoir LFI peut-il être ou pas disqualifié ? Si vous allez dans l'amphi où il y avait Rima Hassan à Sciences Po Lyon, et vous avez les images, il était rempli. Avec des gens qui l'applaudissent, qui lui disent bravo, et donc elle n'est pas disqualifiée. Quand vous pensez au résultat potentiel de 2027, c'est ça qui va conduire ensuite à la suite de mon raisonnement. Vous aurez aujourd'hui probablement une finale. Aujourd'hui, je dis pas au moment où ça se passe. Aujourd'hui, c'est le Rassemblement national contre LFI, et je vous le dis aujourd'hui, ça sera peut-être pas le cas, mais ça fait un an que je le dis et c'est concret. Et pourquoi c'est comme ça ? Parce que vous avez deux moteurs politiques, et notamment celui de LFI. Il est systématisé. Alors on parlait de violence, oui, elle est esthétisée, mais elle n'est pas simplement esthétisée. Elle n'est pas simplement utilisé. Et comment ? Par des proxys. Vous savez, l'Iran a des proxys. Les filles a des proxys. La jeune garde, même aujourd'hui arrêtée, dissoute, continue de fonctionner. Et est un des proxys qui, sur un terrain, la violence de rue, l'intimidation, la violence qu'on peut récupérer ensuite dans les réseaux sociaux par d'autres fonctionnalités. Et donc, il y a des proxys comme ça qui servent. Mais c'est du développement politique. C'est du développement politique qui a eu lieu depuis très longtemps sur le monde social, la rue digitale et sociale, et qui existe aussi dans la rue physique. Et cette rue physique, aujourd'hui, il n'y a personne en face. C'est-à-dire qu'en réalité, et heureusement pour une grosse partie, il n'y a plus de militants dans les partis politiques. Et pourquoi il y a ces militants-là, ce type de militants-là ? C'est que vous allez chercher des gens. L'amphi était plein. Vous avez toutes les communications dans les filles aujourd'hui produisent de l'audience très puissante. Et je vous assure qu'aujourd'hui, ce développement politique est systématisé, donc on ne peut pas le nier. Donc la question que vous posez, le populaire vous répond non, on a envie de voter pour eux parce qu'il y a de la performance électorale. De l'autre côté, vous avez quand même un enjeu démocratique aujourd'hui. Après ce basculement, si il est clair que dans le groupe qui est fonctionnellement attaché à ce meurtre, il y a des gens qui sont de près ou de loin avec LFI, là c'est une vraie question. Et c'est la question justement qui aura de lourdes conséquences, politiques à suivre. Restez avec nous, 0826 300 300. Est-ce que le drame est récupéré politiquement ou est-ce qu'au contraire pour vous la France insoumise est en train de se couper du reste de l'hémicycle politique ? On en parle dans un instant, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Jusqu'à midi avec vous au 0826 300 300, on débat de l'actualité en compagnie d'Anthony Martin-Smith, de Jean-Christophe Gallien, de Magali Vicente et de Philippe Coy. Et Valérie Expert reviendra, je l'ai dit, demain à partir de 10h, ne vous inquiétez pas. Elle attend juste que vous quittiez le studio pour revenir, c'est pour ça. On parle de l'actualité aujourd'hui et des conséquences politiques de la mort du jeune Quentin de Ranc, justement. La France insoumise accusée de proximité, plus que de proximité d'ailleurs, avec ce qu'il faut bien appeler ces meurtriers présumés, on en parlera. Le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard, qui assure ce matin qu'il n'y a, d'après lui, aucun lien entre la France insoumise et la mort du jeune militant nationaliste. Je le cite encore, Manuel Bompard, « J'appelle tout le monde à la responsabilité et à la vigilance, parce que quand on lance des accusations infondées, graves et mensongères, ça a des conséquences. Il n'y a aucune responsabilité politique de la France
France insoumise dans ce drame. Question toute simple, Magali Vicente. Est-ce que c'est audible en ce moment un tel discours ? Non, c'est pas audible. Ça peut pas être audible parce qu'il y a une espèce de déni aussi de la part des responsables politiques chez LFI. Mais vous savez, on parlait effectivement de tous ces militants et ramener ça en fait au militantisme notamment présent à l'extrême gauche. Mais ça va au-delà en fait. Je pense qu'il y a un vrai sujet qui est plutôt sociétal, c'est-à-dire pourquoi cette catégorie de politique arrive à drainer une jeunesse dans cette violence-là. Et ça, sociétalement, c'est très intéressant à observer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a comme si l'opinion était devenue une identité. Et donc, on apprend aux jeunes à écouter, mais on leur apprend plus à accepter la contradiction et accepter l'autre. C'est-à-dire que finalement, la contradiction devient une agression. Et ça devient physique. Parce qu'on a des jeunes qui sont en défense d'eux-mêmes. C'est-à-dire que on ne leur apprend plus à accepter qu'on peut avoir un désaccord sur une opinion. Parce que l'opinion, c'est quoi ? L'opinion, c'est devenu une identité, une personnalité. Et d'ailleurs, Rima Hassan, elle incarne très bien ça. On va en parler d'ailleurs dans un instant. C'est comme ça qu'ils arrivent à jouer et à faire monter cette colère. Et émotionnellement, on arrive en fait à totalement des jeunes qui perdent totalement pied, qui ne font plus la différence entre la personne et les opinions. Et vous ça, parliez sociétalement parlant. Vous parliez de refus de la contradiction. Écoutez ce qu'a dit d'ailleurs Mathilde Panot, la patronne du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale. Nous demandons, même pas la dissolution de Némésis, nous demandons à ce que Némésis soit tenu en dehors de nos conférences, en dehors de nos meetings, en dehors de nos manifestations. Sinon, ça va mal. Némésis et d'autres organisations ? Némésis et d'autres organisations ? Mais bien sûr. Lesquelles ? Nous vivrons, par exemple, qui intervient sans cesse dans nos meetings. Il faut interdire les contre-manifestations en marge de nos propres meetings, sinon ça va mal finir. Philippe Coy. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. La démocratie, c'est l'expression de chacun, de chaque idée. Pourquoi moi, quand je veux parler, j'interdis que des contradicteurs viennent devant mes salles de réunion. Ce qui est bon pour les uns doit être bon pour les autres. Enfin, en tous les cas, c'est l'équité du débat. Et je pense qu'on est toujours dans la même formulation. Moi, j'ai raison et les autres ont tort. C'est même plus ils ont tort, c'est-à-dire que quelque part il faut même pas qu'ils existent. Quand je dis moi j'ai raison, c'est Madame Panot, c'est pas moi. Parce que les antifas, effectivement, quand le RN suffit plus, vous fascisez davantage et plus largement, c'est-à-dire que vous fascisez, c'est-à-dire qu'en gros tout le monde, ceux qui ne pensent pas comme vous. Et ça, c'est intéressant parce que c'est la mobilisation par le contre. Mais le contre très élargi. Quand un contre ne suffit plus, ils se sont rendus compte à un moment donné que c'était plus assez performant. Donc aujourd'hui, on élargit à ceux qui sont contre une certaine manière de traiter l'environnement, une manière de penser la migration, ainsi de suite comme ça. Donc vous élargissez au maximum. Et à partir de là, tous ceux qui sont en face de vous sont des contres, des fascisés. Donc des gens qui sont des fascistes. Donc ça veut dire que quelque part, dans le contexte d'une dialectique, si vous voulez, de communication, de recrutement, c'est beaucoup plus simple. Parce que en plus, vous avez du pour. Le pour, c'est qui ? C'est nous. Parce qu'il y a une grosse communication pour le pour, à la différence d'autres. C'est-à-dire le pour, c'est Jean-Luc Mélenchon, la figure de pro, Rima Hassan. Vous avez des identités fortes comme ça. Et après, vous avez le avec. Et le avec, on n'en parle jamais. Et c'est très important. Le avec, c'est une partie du monde musulman. C'est-à-dire un islam radical qui est associé très concrètement à cette démarche-là. Et vous avez donc un travail qui se fait sur le contre, élargi, le pour avec des identités fortes, et l'avec, qui est une communauté très forte, et en tout cas une religion très puissante. Et une popularité, du coup, de la France insoumise sur les campus extrêmement forte en ce moment. Tiens, écoutez d'ailleurs l'ambiance lorsque Rima Hassan est entrée en rockstar à Sciences Po Lyon. Quand je vous dis rockstar, c'est rockstar. L'amphi était plein, Anthony Martin-Smith. Écoutez, moi, c'est ce qu'on vient d'entendre sur Mathilde Panot qui me choque. Sinon, ça va mal finir. Ça sonne presque comme un avertissement, comme une menace. On ne veut pas de contre-manifestation à nos manifestations. J'ai envie de vous dire, ça c'est leur position. Le Rassemblement national pourrait très bien dire la même chose concernant la France insoumise le 1er mai, en marge de la fête du travail et de leur manifestation, qui n'a de cesse que de venir faire des contre-manifestations à chaque fois que le Rassemblement national se positionne. Ou sur la manifestation qu'il y avait eu pour soutenir Marine Le Pen suite à son jugement. Je ne prends ni parti pour l'un ni pour l'autre, mais je trouve très inquiétant ce genre de propos où finalement on
n'accepte pas que dans la rue, puisque c'est dans la rue qu'on peut encore s'exprimer contre les pouvoirs en place, on n'accepte pas qu'il y ait de contradictions possibles. C'est inquiétant. Je prends un autre exemple d'ailleurs. Revenez à la campagne présidentielle de 2022, le grand meeting d'Éric Zemmour à Villepinte, lorsque des militants SOS Racisme ont tenté de faire un happening en plein meeting. Ils se sont fait frapper à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'on aurait dit si Éric Zemmour avait dit « Ne revenez pas à SOS Racisme dans mes meetings, sinon ça va mal finir ». Mais c'est presque du fascisme. Oui. Enfin, moi, j'ai une autre réflexion, Jean-Marie, ce matin, en écoutant tous ces débats qui sont affligeants. On est à 15 mois de l'élection présidentielle. Doit-on vivre les 15 prochains mois avec la peur au ventre d'exprimer ses idées, de porter un regard objectif pour le pays? Parce que là, on parle d'officine politique avec des idées, mais derrière, le pays a besoin d'une vision, d'un cap, d'un projet, de femmes et d'hommes qui s'engagent. Doit-on vivre 15 mois encore à se demander si je peux porter mes idées, défendre une vision pour mon pays? Magali Vicente. Je suis d'accord avec vous. En fait, ça va même au-delà. Il s'agit plus de convaincre. En fait, il s'agit de faire taire. Et ça, c'est le vrai sujet. Et que ce soit sur les réseaux sociaux, parce que c'est pareil, hein, toute la garde, tous ceux qui sont avec sur les réseaux sociaux et en fait qui vous harcèlent pour que vous vous taisiez, pour pas que vous ayez de notions contradictoires. Mais bien sûr, mais à gauche, ils sont très très bien organisés et surtout, ils infiltrent tous les réseaux. Du coup, vous êtes paralysé en l'espace de 10 minutes. Par contre, c'est aussi dans la rue, c'est-à-dire ça devient physique, ça devient sur les réseaux sociaux, c'est partout. L'agression, elle est permanente parce qu'on veut faire taire. Et ça, c'est un danger sociétalement parlant. C'est une forme de fascisme. Est-ce qu'on n'est plus capable de débattre sereinement en parlant politique en France? Tiens, venez nous le dire au 0826 300 300. Est-ce que ça vous arrive de couper court à la discussion en famille, entre amis, entre collègues, précisément parce qu'on n'est plus capable d'entendre un avis contradictoire? On vous donne la parole au 0826 300 300. Venez nous raconter, tiens, comment s'est terminé votre repas de Noël, par exemple. En général, on tombe toujours sur un oncle avec lequel on n'est pas d'accord. Et c'est intéressant de voir comment ça s'est terminé. Quoi qu'il en soit, restez avec nous. On va parler de l'université. Les universités sont-elles devenues de plus en plus politisées? C'est un vrai sujet. Sachant que le ministère de l'Intérieur annonce qu'il n'y aura plus de meeting dans les universités à chaque fois qu'un risque de trouble à l'ordre public sera décelé. Mais le problème, c'est que justement, on est dans un tel état que les risques de trouble à l'ordre public, on peut imaginer qu'ils seront permanents et systématiques. Pareil, 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Jusqu'à midi sur Sud Radio, on parle des universités. Sont-elles devenues trop politisées? 0826 300 300. Le ministère de l'Intérieur annonce qu'il n'y aura plus de meeting politique à l'intérieur des universités à chaque fois qu'un risque de trouble à l'ordre public sera décelé. On a envie de se dire, de toute façon, s'il y avait des risques de trouble à l'ordre public décelés, il fallait les interdire dès avant d'ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, on en parle avec vous. Donnez-nous votre avis. Tiens, est-ce que vous avez des souvenirs de fac? Est-ce qu'on parlait trop de politique à la fac? Est-ce qu'il était dangereux d'avoir des opinions en marge des campus, par exemple, d'être de droite ou alors d'être de gauche? Est-ce qu'on risquait de se faire agresser? Est-ce que c'était un lieu devenu intolérant? On vous donne la parole jusqu'à midi avec nos 4 débatteurs, Jean-Christophe Gallien, Anthony Martin-Smith, Magali Vicente et Philippe Coy. On parle de ces universités, mais avant ça, j'aimerais qu'on parle aussi d'un autre lieu de débat. C'est X, le compte X de Sud Radio, Gilles Gansman. Son de Mathilde Panot. Pierre nous dit qu'il faut tenir Panot, elle, loin d'un micro, ça serait salvateur. Patrick dit, dans ce cas-là, chacun dans les manifestations des autres partis devrait se mettre chacun à l'écart, c'est peut-être une solution. Un autre Patrick lui répond, effectivement, on peut y réfléchir, mais contre-manifester a toujours fait partie des libertés démocratiques dans notre pays. Comment on pourrait interdire chacun de ne pas aller dans les manifestations de l'un et de l'autre? Un appuie ça en disant, commencez donc par vous tenir hors des autres manifestations, en s'adressant à LFI. Et puis Ludovic nous dit, Quentin a payé de sa vie pour avoir voulu protéger une jeune fille du groupe Némésis. Une chose est sûre, LFI n'a peut-être pas agressé, mais Némésis n'a pas agressé Quentin. Contrairement à ce que disait Jean-Luc Mélenchon, qui disait c'est nous qui sommes attaqués dans ces cas-là. Tiens, on a un autre Gilles, mais dans le Gard, au 0826 300 300 à Nîmes, précisément. Bonjour Gilles. Oui, bonjour, et puis félicitations à Sud Radio. J'adore votre station. J'adore. Mais nous aussi, on vous adore. Surtout quand vous étiez préfère Valérie. Il a raison. Voilà, il va y avoir Valérie demain, donc j'adore aussi Valérie. J'adore tout le monde à Sud Radio, en fait. Bon, nous aussi. Qu'est-ce qu'ils sont bien, les Gilles? Simplement, oui, je rigole, mais j'ai pas envie de rire, malheureusement. J'ai 73 ans. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure à votre collègue là, au standard,
c'est qu'en fait, on n'apprend plus la frustration maintenant. Dès que l'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, en fait, avec un jeune notamment, et puis alors, mais moi je suis pas anti-jeune du tout. Mais en fait, ils ont un vocabulaire qui malheureusement est limité. Et tout de suite, alors je ne pas généraliser à la France insoumise, tous ne sont pas comme ça, mais ces gens-là, derrière, ils n'ont que la violence pour s'exprimer. Mais Mélenchon et ses copains savent très bien que ces gens-là, en fait, il suffit, et d'ailleurs, et Rima Hassan, pareil, parce qu'elle est loin d'être bête, cette fille. Et donc, ils savent très bien qu'en ces gens-là, il suffira de les utiliser, ils deviennent violents très 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 vite. Leur dire, mais vous voyez bien, mais non, mais on nous en veut, on peut pas s'exprimer, pas ceci, on peut pas cela. Bon, je ne sais pas si c'est vrai l'histoire des 5 personnes qui ont été très très agressées là de la France insoumise. C'était un autre auditeur qui le disait plus tôt. Voilà ce qui a été dit plus tôt. Mais bon, mais malgré tout, mais je veux dire, mais où va-t-on maintenant? Mais c'est fou. Mais moi j'ai la trouille. Moi j'ai des enfants qui sont grands, qui sont déjà pères aussi, père et mère. Mais je me dis, mais où va-t-on? Je me dis 73 balles. Mais mon Gilou, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que t'as engendré? Parce que je me sens responsable, moi. On a engendré quoi, nous les vieux? C'est ça le problème. Pour que des gens en arrivent à tuer quelqu'un comme ça dans la rue, à te rendre compte, à lui sauter sur la tête. Mais je veux dire, mais attends, mais moi je me suis bagarré étant jeune, plus ou moins. Enfin bon, mais on n'avait pas envie de tuer en fait. Mais là, c'est l'envie de tuer. Mais je veux dire, tu te rends compte un peu où on est parti. Mais il faut que ces hommes politiques se rendent compte de ça. Mais on va où là? On va vers la guerre civile, c'est pas possible. On va tous sortir avec... je sais pas moi, avec des barres de fer ou moi ce que j'ai connu, ce que j'ai pas connu, ce que mes grands-parents ont connu, les canépés, toutes ces saloperies là. Mais je veux dire, non mais c'est fou quand même. En tout cas, on aura Mélenchon qui est loin d'être idiot, il entretient de toute façon à l'Assemblée, c'est devenu un véritable pugilat maintenant. Mais c'est fou. Moi je me dis le monde est fou. Voilà. Eh ben, votre cri du cœur sera passé, mon cher Gilles, sur Sud Radio au 0826 300 300. On pourra toujours débattre sur Sud Radio entre gens qui ne sont pas d'accord d'ailleurs. Ça, c'est une promesse qu'on peut vous faire, Gilles. Tiens, après Gilles, on a Valérie qui nous appelle au 0826 300 300. Vous allez croire que c'est une coïncidence. Elle va vous sortir de là, vous allez Exactement. voir. Valérie qui est de Pau, comme Philippe Coy. On adore les Bernais, évidemment. Valérie, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir et de me donner cette parole. Je vous écoutais, j'étais en voiture et j'ai vraiment envie de réagir. Ce que j'entends, c'est que on oppose beaucoup les Français et on diabolise beaucoup LFI. Personnellement, je suis pas plus pour les uns que pour les autres. Je suis certainement plus à gauche naturellement parce que c'est plutôt un côté humaniste qui me pousse de ce côté-là. Je tiens à dire que c'est pas nouveau cette violence et elle n'est pas limitée à la politique. On voit dans le harcèlement scolaire des violences inouïes envers les jeunes, des jeunes qui se suicident, d'autres qui n'ont pas l'ombre d'un regret, comme si la vie n'avait plus de valeur. Donc ça c'est quelque chose qui questionne et c'est dans tous les aspects de la société. Et par contre sur le plan politique, moi j'ai envie de vous dire arrêtez de diaboliser les filles parce que ce qui est de l'autre côté en face c'est pas mieux, c'est même franchement pire. L'histoire l'a prouvé et je trouve pas juste de dire que LFI là non seulement on découvre parce que Mathilde Panot s'exprimait en disant ça va finir, si j'ai bien compris c'est ça. Je trouve pas que ce soit nouveau et on n'a pas l'occasion de s'exprimer tant que ça. À quel moment vous pouvez prendre position librement, votre inquiétude pour le peuple gazaoui sans craindre une garde à vue? Alors c'est peut-être un petit peu excessif quand même, parce qu'on l'a entendu sur Sud Radio, mais je comprends ce que vous voulez dire en tout cas. On l'a entendu, mais on se sent pas libre en fait de prendre position. Quel parti a pris position ouvertement pour défendre le peuple de Gaza, à part Al-Afi? Personne n'a ce courage. Donc malheureusement, c'est le combat de ceux qui
qui montrent encore de l'humanité et le courage de leurs opinions contre tous ceux qui baissent la tête. Mais écoutez, en tout cas, vous voyez Valérie, vous pourrez toujours dire ce que vous venez de dire sur Sud Radio, parce que ici, tout le monde a la parole et vous serez la bienvenue à chaque fois que vous nous rappellerez au 0826 300 300 depuis cette bonne ville de Pau. Elle dit des choses très justes, Valérie. Elle parle notamment des violences à l'école, des violences dans notre société, et pas que forcément sur des sujets politiques. Moi, je me rappelle de ce que m'avait dit un prof de français après une bagarre, parce que j'étais très bagarreur quand j'étais gamin. Ça m'étonne. C'était au lycée, oui, mais malheureusement, j'avais une responsabilité, c'est que j'étais déjà ceinture noire de judo. Et forcément, quand vous êtes auteur de violences, même entre camarades, vous portez, les conséquences peuvent être dramatiques. Et en fait, il avait dit une chose très très juste, c'est que la violence commence lorsque les mots s'arrêtent. Il n'y a pas que la capacité d'écouter ou d'être fermé à l'autre, mais il y a aussi la capacité de pouvoir exprimer une idée. Et ça, je pense que ça va avec notre système d'éducation qui est en souffrance, où les jeunes sont de moins en moins lettrés. Vous savez quand même, l'illettrisme est en forte progression. On a des difficultés pour exprimer ses idées, et lorsque vous n'arrivez plus à l'exprimer, mais qu'est-ce qui vous reste ? Juste votre corps. Et ce qui donne d'ailleurs cette réflexion de l'invité politique de Jean-François Aquili ce matin, c'était Jean-Philippe Tanguy sur Sud Radio. On parlait précisément de l'université. Écoutez. Qu'on foute la paix aux étudiants quand on est là pour étudier. Non, mais parce que c'est toujours les mêmes qui font des meetings. Hein. Bah oui, mais si vous étiez invité, vous ne diriez pas ça. Mais non, parce qu'on a une éthique et nous on considère que les étudiants doivent étudier, qu'on peut faire des meetings à côté, ils peuvent venir, mais parasiter les facs. Mais pas de politique à Sciences Po et dans les universités. C'est ce que vous dites. Non. Qu'on en fasse à côté et qu'on foute la paix aux gens, parce que c'est toujours pareil. Ceux qui ont la plus, qui crient le plus fort, ils imposent leur loi. Qu'on arrête de perturber les facs, parce que les étudiants, ils aimeraient bien étudier. Et il y a toujours un certain nombre de jeunes qui veulent rien faire du tout et qui appellent politique surtout une excuse pour foutre le bordel. Quand on en arrive à un moment où un politique dit foutez la paix aux gens et arrêtez de faire de la politique, c'est quand même que le climat est particulier. Philippe Coy. Alors, à la rigueur, je suis assez d'accord en disant que l'endroit où on étudie, c'est pour étudier. Pour faire des meetings, il y a plein de salles où vous pouvez, quelle que soit votre idée, votre famille politique, vous réunir. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être il y a, alors je vais le dire très facilement, je n'ai pas été à ce niveau d'études, donc je peux pas vous dire comment ça s'est passé, puisque je n'ai que mon petit CAP de cuisinier, mais en tous les cas, mon ressenti, c'est pas mal. Ça permet au moins de manger tous les jours. Et en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que ces lieux où on doit apprendre la société, la vie, le bien vivre ensemble, doit peut-être pas être le lieu des forums, des idées politiques. Ça peut se faire en extérieur. Je ne dis pas que je suis d'accord 100% avec Monsieur Tanguy ce matin, mais en tous les cas, ça peut aujourd'hui interroger selon ces finalités malheureusement qu'on observe. Vous savez quoi, ça évoque aussi quelque chose à Benjamin qui nous appelle au 0826 300 300 depuis Biganos. Bonjour Benjamin. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de prendre mon appel. Ouais, vous êtes éducateur spécialisé, justement, vous avez beaucoup de choses à nous dire sur la capacité des jeunes en particulier, en ce qui vous concerne, à débattre. Alors moi, j'appelais effectivement parce que je suis éducateur spécialisé dans la protection de l'enfance depuis des années. Donc j'accompagne des enfants et maintenant j'accompagne pas la parentalité. Ce que je peux remarquer en tout cas sur la population actuelle, c'est qu'on nous annonçait qu'après le Covid, on aurait une société meilleure. Et moi, ce que je remarque, c'est que l'individualité s'est créée, il y a beaucoup de violence. Et aujourd'hui, ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que ça soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, ce sont des idées aujourd'hui qui tuent. Et là, ce que vous mettez en avant, et les médias, et ce que je déplore, c'est qu'en fait, tout le monde parle de cet incident, de ce meurtre, c'est pas un incident, de ce meurtre qui est ignoble, mais n'oublions pas que l'extrême droite tue énormément, et j'ai l'impression que le traitement médiatique n'est pas le même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à Lyon, il y a peu de temps, il y a un étranger qui a été mort par la mouvance d'extrême droite. Je ne pense pas voir qu'il y ait autant de traitement médiatique. Depuis des années, l'extrême droite tue, il y a une idéologie ignoble et c'est pas assez mis en avant par les médias. Et ça, je le déplore fortement.
En tout cas, vous aurez pu le dire. Alors, j'ai pas précisément cette info, mais j'ai essayé de la retrouver sur ce qui s'est passé, comme vous le dites, à Lyon il y a pas longtemps. Comme ça, on en parlera pour préciser les faits. Après, c'est vrai que quand Clément Méric, par exemple, qui était un militant de gauche, a été tué par un skinhead, pour le coup, donc d'extrême droite, on en a beaucoup parlé, et à raison. Et d'ailleurs, les Jeunesses nationalistes révolutionnaires, qui était le groupe qui était soupçonné, en tout cas, de regrouper l'auteur des coups, elles avaient été dissoutes. Benjamin. Peut-être un mot, Philippe Coy, ou plutôt Magali Vicente? Moi, sur ce sujet, j'ai envie de dire, je trouve que cet argument revient un peu trop depuis hier, sur tous les plateaux et sur tous les médias, comme si c'était le seul argument à arguer, de dire il y a beaucoup de meurtres en fait qui ont été commis par le Rassemblement national depuis des années. Pas par le Rassemblement national, pour le coup, en tout cas, quand il s'appelait RN, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, ou par le Front National. Et donc, de mettre cet argument-là, quelque part, pour dire, oui, il y a une différence de traitement médiatique, et d'être exclusivement sur ce sujet, enfin, je veux dire, quel que soit le parti politique et quel que soit le mouvement qui était derrière, on est en train de parler d'un assassinat, d'un homicide volontaire par violence pour des opinions politiques. Voilà, c'est ça le sujet. Et je trouve que d'aller uniquement sur cet argument politique, c'est renforcer cette notion d'instrumentalisation permanente de la politique dans ce sujet, et c'est restreindre en fait le débat, parce que le débat il est quoi? Il est sur la violence de cette société, il est sur l'incapacité d'une certaine population à gérer émotionnellement ses comportements dans la contradiction, et c'est ça le sujet, et on le voit en permanence, que ce soit au niveau politique, au niveau quotidien. On parlait des repas de Noël en parlant politique, c'est toujours le même sujet, l'incapacité émotionnelle à se gérer et à comprendre comment fonctionne l'autre, et donc l'écoute, l'empathie, c'est ça la base, et qui n'est plus aujourd'hui le fondement de notre socle éducatif. Eh bien justement, ça fait beaucoup réagir au standard de Sud Radio. Dans un instant, on file à Toulouse, donner la parole à Jules, qui veut réagir aux propos de Benjamin, qu'on remercie par ailleurs. Vous tous, prenez la parole au 0826 300 300, c'est votre émission, puisque c'est votre radio tout simplement, et on est là pour débattre avec vous, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, êtes-vous d'accord? Jean-Marie Bordry. Alors on essaye de se mettre d'accord sur Sud Radio avec nos débatteurs, Jean-Christophe Gallien, Anthony Martin-Smith, Philippe Coy et Magali Vicente. On se pose notamment cette question: est-ce qu'il est encore possible de débattre en France sans en venir aux coups ou aux insultes? Mais en tout cas, vous voyez, tout le monde peut débattre et veut débattre sur Sud Radio, parce que vous êtes très nombreux à nous appeler au 0826 300 300 depuis le début de cette émission. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas d'accord. Tiens, Catherine, dans le Var, à la Seine-sur-Mer, nous appelle. Bonjour Catherine. Bonjour. Bienvenue. Je suis effarée. Bonjour. Alors, vous êtes effarée. C'est incroyable ce que j'entends. Ah oui, je suis effarée. C'est incroyable ce que ces gens disent. C'est incroyable. J'ai même honte, parce que on peut pas mourir pour ses idées, c'est clair. On a le droit de manifester, on a le droit, parce que c'est un droit de toute façon. Mais se faire tuer pour ses idées, qu'on soit à gauche, à droite, au milieu, mais c'est incroyable ce que j'entends. Donc, parce que l'extrême droite a tué, donc ils ont le droit de tuer. Mais c'est... Ça vous choque, en tout cas? La comparaison vous choque, faite par nos précédents auditeurs. Mais c'est incroyable. Est-ce que vous vous rendez compte de ces gens qui pensent que c'est donc c'est banal. Donc on devrait plus accuser quelqu'un que d'autres. Mais non. Et je comprends ce que vous avez dit, en tout cas. Votre cri du cœur sera passé à l'antenne, Catherine, depuis la Seine-sur-Mer, dans le Var. C'est compte que les gens, en fin de compte, c'est un mort. Voilà. Bref. Mais bon, si c'était l'extrême droite, ça passerait, quoi. Je comprends ce que vous dites. Jules est avec nous également depuis Toulouse pour sa part. Jules, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous vouliez réagir? Ouais, alors je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit, c'était Christine, c'est ça? Qu'a dit Catherine, précisément, de la Seine-sur-Mer. Excusez-moi, oui. Oui, je suis totalement d'accord. En fait, c'est ça. Quand on regarde, par exemple, le tweet de Rima Hassan, là, sa réaction qu'elle a eue sur Twitter, je sais plus à qui elle avait répondu. En fait, elle ne vient pas qualifier ceci d'un assassinat. Elle vient le justifier parce que l'extrême droite a déjà, en fait, tué et assassiné. Enfin, je suis désolé. Il y a un moment où on ne comprend pas de quel sujet on parle, quoi. On parle d'un gamin qui s'est fait assassiner pour ses idées par un groupe qui est affilié à l'extrême gauche. Je suis désolé. Le membre créateur est un député fichier S de l'extrême gauche. Donc, c'est la gauche. Donc, à partir de ce moment-là, on pointe du doigt. On ne peut pas mourir pour ses idées.
Et à partir de ce moment-là, les personnes comme Mathilde Panot, Rima Hassan, toutes ces personnes-là qui ne condamnent pas cet acte... Alors elles l'ont condamné, malgré tout, par écrit. Ça, c'est important de le préciser. Que vous les croyez ou non, c'est autre chose. Mathilde Panot l'a fait, Rima Hassan ne l'a pas fait. Excusez-moi, c'est vrai. En tout cas, merci à vous, Jules, d'avoir pris la parole. Je vais vous laisser parce qu'on arrive un peu au terme de cette émission et que vous êtes très nombreux à appeler. Je le précise d'ailleurs, ceux à qui on n'a pas le temps de donner la parole tout de suite pourront la prendre chez Perico Légas dans la France, dans tous ses états, c'est le cas de le dire, de midi à 14h. Donc continuez à prendre la parole au 0826 300 300, quelles que soient vos opinions, parce que vous aurez toujours la parole sur Sud Radio. Je pense que on a fait à peu près le tour du fond du débat, qui est en France, on ne devrait pas mourir pour ses idées, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe, et là-dessus vous serez tous d'accord, chers amis qui débattez avec nous. On va aussi continuer par vos coups de cœur et vos coups de gueule, si j'ose dire. Jean-Christophe Gallien, vous vouliez revenir sur ce qui s'est passé à l'Institut du monde arabe hier. Oui, c'était, si vous voulez, c'est pas un coup de gueule, c'est pas un coup de cœur, évidemment. C'est un coup de ras-le-bol. Ouais, c'est-à-dire que vous savez, à l'Institut du monde arabe hier, il y avait deux événements. Il y avait d'abord Jack Lang qui, devant un large parterre, fêtait son départ de l'Institut du monde arabe. C'était un pot de départ. Ce qui était, oui, mais c'est pas n'importe quel pot de départ dans un contexte dont on a ouvert cette émission sur une affaire Epstein, qui n'est pas qu'une affaire américaine, qui n'est pas qu'une affaire globale, qui est aussi une affaire française. Et dans cette affaire française, la famille de Jack Lang est plusieurs fois citée, pour ne pas dire aujourd'hui mise en cause de manière assez claire. Et puis en même temps, il y avait effectivement une perquisition du parquet national financier sur, là pour le coup, quelque chose qui est plus large encore que l'affaire Epstein, qui vient sur des terrains d'abus de droits de biens sociaux, ainsi de suite, de faux déclarations fiscales, ainsi. Donc on était dans un monde, si vous voulez, qui quand même mettait en œuvre des soutiens historiques de Jack Lang, des amis politiques. Et on peut comprendre que chacun d'entre eux ait envie de lui rendre hommage, mais pas à cet endroit-là, pas de manière publique, pas dans un contexte où, si vous voulez, l'Institut du monde arabe, c'est aussi un lieu qui représente un lien à la fois pour les Français avec une autre partie de la planète, et ainsi de suite. C'est un lieu public, et je crois que la décence aurait voulu que cet événement, s'il avait pu avoir lieu, se fût organisé dans un endroit privé, à l'abri des regards, sans tambour ni trompette. Exactement. Je trouve là à la limite de la décence, si vous voulez, politique aussi. Et vous l'aurez dit. Un autre coup de cœur, ça c'est pour Philippe Coy. C'est un message de solidarité. Écoutez, je ne savais pas la tournure du débat de ce matin dans cette émission, mais en tous les cas, je me dis, ma pensée du jour, c'est saluer tous les bénévoles. D'abord, ma pensée du jour, c'est tous les sinistrés de la tempête Rils qui aujourd'hui sont victimes de ces inondations. Et j'ai vu tout le long du week-end des images, des reportages de cette solidarité nationale, que ça soit des agents des services de l'État, des collectivités, des citoyens qui aidaient son propre voisin. Et par rapport à ce débat de ce matin qui peut nous opposer, qui peut laisser penser une fracture dans cette société, je me dis qu'il y a quand même des moments où on peut faire nation, où on peut faire solidarité, et je tenais à mettre un coup de projecteur, un coup de cœur à cet élan de solidarité dans cette actualité triste de Lyon, mais aussi face à tous ces sinistrés qui ont besoin de notre aide et de ce lien humain. Et bon courage à vous. Si vous êtes sur les lieux des inondations, on continuera pareil à prendre de vos nouvelles et à parler de votre situation. On espère que la décrue va s'amorcer à un moment ou un autre. Il est 11h53 sur Sud Radio. Anthony Martin-Smith pense à l'alimentation, lui, c'est l'heure. 125 milliards d'euros, c'est ce que coûte chaque année la malbouffe à notre sécurité sociale. 10 millions de personnes en France sont obèses, et la loi 2091 qui a été débattue hier à l'Assemblée nationale sous proposition d'Olivia Grégoire, déposée le 18 novembre dernier, viserait à instaurer et rendre obligatoire les cours sur l'alimentation. Je trouve ça plutôt positif, puisque on a rendu obligatoire le sport à l'école. C'est une question de santé publique. L'alimentation, c'en est une également. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Oui, c'est le franco-américain que vous êtes qui le dit ça. C'est votre partie française qui répond ça. Non, ça va, vous n'avez pas aimé la blague sur Valérie, c'est pour ça. Mais si, au contraire. Au contraire. Magali Vicente, alors bon, vous n'êtes pas très loin de l'alimentation en quelque sorte. Vous avez un coup de cœur sur la date d'aujourd'hui. Oui,
Moi, j'ai un coup de cœur énergétique. Nous sommes le 17 février et peut-être que vous ne le savez pas, mais aujourd'hui, c'est la nouvelle lune, doublée d'une éclipse solaire en Verseau. Ouais. Nous sommes aussi le jour du nouvel an lunaire du cheval de feu. Nous sommes au début du Ramadan et veille du carême. Ouais. Et je ne sais pas si un jour vous vous êtes interrogé sur le pouvoir des astres et l'influence de l'astrologie sur ce que nous vivons, mais sachez que nous sommes dans une année de grands changements, de grandes vérités. Et je pense que si chacun se pose la question de ce qui lui est arrivé en 2025, des gens qu'il a perdus dans ses relations, dans son travail, de ce qui s'est passé, des vérités qui sont arrivées et qui continuent en fait à se mettre en avant, bah vous verrez que je vous invite à faire votre thème astral et à voir comment cette année, avec la puissance du cheval, va impacter votre vie au quotidien. Bah vous savez quoi, Magali ? Radio, c'est votre avenir. Exactement, Magali Vicente. Vous savez quoi ? À partir de 16h, vous pouvez aussi composer le 0826 300 300. On parle notamment de votre thème astral tous les jours de 16h à 17h dans l'émission C'est votre avenir, que ce soit avec Marie aujourd'hui ou avec Alexandre Dolovan le reste de la semaine. Merci à tous d'être venus débattre sur Sud Radio. En tout cas, dans quelques instants, on va retrouver Perico Légas qui anime la France dans tous ses états de midi à 14h. Je le rappelle, on sait que l'actualité autour de la mort tragique du jeune Quentin à Lyon vous fait beaucoup réagir. Alors continuez à tweeter sur Sud Radio, continuez à nous écrire sur le Facebook Live, à prendre la parole au 0826 300 300. Que vous soyez d'accord entre vous ou pas, tout le monde aura toujours la parole sur Sud Radio. Perico Légas, bonjour et bienvenue. Rapprochez-vous de votre micro, reprenez votre souffle. Rapprochez-vous bien de votre micro si vous voulez qu'on vous entende. Vous savez, j'ai la voix qui porte. Oui, mais quand même, rapprochez-le, c'est mieux. Plus pratique. Au programme de la France dans tous ses états. On va repartir un peu sur des questions agricoles, malgré une actualité tragique, pour savoir si la loi du plomb est finalement plus nocive que positive pour nos agriculteurs et pour les consommateurs. Extrême gauche, extrême droite. Est-ce qu'on est obligé de mourir pour des idées de cette façon ? On aura Alice Cordier, responsable du collectif Némésis, dont Quentin était proche. Et puis, peut-on passer de gauche à droite sans se faire montrer du doigt et lyncher? C'est Lucareschi, qui est le fils d'une dynastie de grands intellectuels de gauche, qui est devenu de droite. Il y avait l'extraordinaire métamorphose quand Victor Hugo était passé de droite à gauche. Et là, c'est une métamorphose. Quand on passe de gauche à droite, on se fait montrer du doigt et c'est pas bien, c'est pas dans le bon sens. L'autre, oui, celui-là, non. Voilà. Et puis on verra les deux juges qui ont été, retoqués, on verra pourquoi. Oui, exactement. Dans le cadre du procès autour du meurtre de Samuel Paty, effectivement, une actualité absolument invraisemblable. Voilà, merci à vous, Perico Légas. 0826 300 300. Je le redis, je le marquerai, je le martelerai toute la journée. Prenez la parole sur Sud Radio, c'est votre radio. Parlons vrai. Merci à nos débatteurs, Jean-Christophe Gallien, Anthony Martin-Smith, Philippe Coy et Magali Vicente. Demain, ne vous inquiétez pas, Valérie Expert revient à 10h et elle sera ravie de vous accompagner à nouveau de 10h à midi pour débattre en votre compagnie. Bonne journée à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. À tout moment de la journée, prenez la parole sur Sud Radio.